dialogue. Voici la prescription des proctologues. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Proctologues, un épisode placé sous le signe de l'intelligence et de l'apprentissage, autant dire que la plupart des membres de l'équipe ici ne sont pas habitués. Notre sujet du jour s'intitule l'éducation et le jeu vidéo et pour en discuter, nous accueillons deux personnes de renom qui s'intéressent à ces deux aspects-là. Notre premier invité est titulaire de 3 doctorats, dont un de Polytechnique qu'il a obtenu alors qu'il n'avait que 29 ans, éditorialiste au journal Le Point, fondateur de plusieurs sociétés, dont une qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, à savoir Scanderia, qui conçoit et édite des jeux vidéo dits neuro-ergonomiques. Bon, petit CV j'ai envie de dire, Idriss Aberkan nous fait le plaisir d'être avec nous, comment ça va Idriss ? Eh ben ça va très bien. Parfait, bah écoute, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous pour débattre de ce sujet. De l'autre côté, nous avons le plaisir de recevoir un visage connu de l'industrie du jeu vidéo français. Il a été cofondateur et directeur du studio indépendant Lexis Numérique pendant 24 ans. Il a été impliqué dans des séries comme Les Aventures de l'Oncle Ernest, La Boîte à Bidule, Alexandra Lederman, In Memoriam et le thriller interactif et transmédia All Minds. Et il est aujourd'hui game designer, directeur artistique et concepteur transmédia en freelance depuis 2014. Bon, un CV tout aussi impressionnant, j'ai envie de dire. Eric Viennot nous honore aussi de sa présence. Comment ça va, Eric ? Ça va très bien. Eh ben merci d'être là. Merci à tous les deux d'être là. D'ailleurs, je pense que le débat s'annonce très intéressant. Avant de lancer justement le débat, je vais présenter mes autres camarades de l'équipe qui vont ponctuer l'émission de leur trait d'esprit habituel. L'équipe d'aujourd'hui est d'ailleurs renforcée par la présence de Alexandre Godby, qui est 3D artiste à Ubisoft Annecy. Comment ça va, Alex ? Salut, super, que de beau monde ce soir, ça fait plaisir d'être là. Bah, ça nous fait plaisir que tu sois là aussi. Le papa de l'émission est également ici avec nous pour débattre du sujet de l'éducation qui l'occupe tous les jours. Comment ça va, Mathieu ? Ça va fort bien, ouais. Très bien, très bien. Et enfin, le plus grand fan d'Alexandra Lederman est également parmi nous. Naja, comment ça va ? Bah écoute, ça va. Très bien, bah écoutez, les présentations étant faites... Tu remarqueras que j'ai pas réagi à ta vanne de merde, donc ça va. Je suis très déçu. Les présentations étant faites, on va tout de suite rentrer dans le vif du débat, et c'est juste après le jingle. Alors, Eric et Idriss, ce qui nous a intéressés en voulant mettre vos carrières en parallèle aujourd'hui et en vous invitant à débattre, c'est le fait que vous n'avez pas forcément ce qu'on pourrait appeler des carrières types de développeurs de jeux vidéo et que vous avez toujours travaillé dans d'autres domaines en plus de votre travail dans l'industrie vidéoludique. Eric, on sait que tu es plasticien de formation, par exemple. Idriss, tu es plusieurs fois doctorant dans des domaines qui sont assez éloignés du jeu vidéo, même si on peut trouver certains liens entre tes sujets d'études et le média qui nous intéresse ici aujourd'hui, le jeu vidéo. Donc, première question pour vous, messieurs, qui est toute simple. Quel a été votre premier contact avec le jeu vidéo ? Alors, moi, j'ai commencé effectivement par des études d'art plastique et contrairement à beaucoup de game designers de ma génération qui viennent plutôt du code, du développement, moi, je suis arrivé par d'abord le multimédia, donc le graphisme, le multimédia, et puis après les jeux vidéo. Et les premiers jeux auxquels j'ai joué, c'était justement sur Amiga, parce que j'ai acheté un Amiga pour me former à l'infographie, donc c'était à la fin des années 80, ça remonte à loin, et donc c'est là que j'ai découvert les premiers jeux donc sur Amiga, et voilà. Ok, très bien. Et toi, Idriss, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux jeux vidéo ? Alors moi, il y a eu plusieurs présentations aux jeux vidéo. D'abord, j'étais dans une école primaire expérimentale, Pierre et Marie Curie à Chevilly-la-Rue, et ils avaient déjà des consoles. Okay. Parce que leur idée, c'était que, et ça a forgé toute ma pensée sur le jeu vidéo et l'éducation, c'était que si les élèves devaient choisir entre leur couette et l'école, ils devaient choisir l'école. Et c'est typiquement comme ça que les bureaux de Google ou de Facebook aujourd'hui sont créés, quoi. Facebook veut faire toute une ville dans la Silicon Valley, spécialement pour faire en sorte que les gens soient comme chez eux au bureau. Donc ensuite, mon père avait un Apple, donc ça commençait sur des trucs comme Moon Patrol ou des petits jeux pixels comme ça, green screen de ce niveau-là. Ok. Et puis j'ai connu Monkey Island.
dont j'ai appris qu'il avait été, Monkey Island avait été fait par des passionnés, quoi. C'était le tout premier, je crois que tout a été fait par une seule personne, quasiment. Et notamment pour la petite histoire, donc le mec s'appelle Guybrush, parce que en fait ils avaient un JPEG, enfin c'était un point brush, quoi. Voilà, donc ils trouvaient pas son nom, donc ils mettaient Guy et c'était Guy.brush. Ils se sont dit on va l'appeler comme ça, Guybrush. Donc ça c'est ma première ma première initiation aux jeux vidéo, et ça s'est pas arrêté ensuite. Mes catégories préférées, ça reste les RTS. Donc c'est là-dedans que je geek le plus. Mais voilà, ça a été en continu depuis Mars Patrol, puis Moon Patrol. Mars Patrol, c'était une version sur calculette. Depuis Moon Patrol jusqu'à Civilization 6 aujourd'hui, quoi. Ah oui. Ah yes. Le petit remake de Command & Conquer. Ouais, c'est plus que ça. De toute façon, Sid Meier, il a influencé tout le monde. Hein. Ah oui, on est bien d'accord. Ouais. Et il me semble que t'es aussi un grand adepte de StarCraft, justement. Ouais, je suis un grand malade de StarCraft, parce que j'avais adoré Alerte Rouge, et enfin Red Alert, et j'ai déjà joué au premier Command & Conquer, bien sûr. Je me rappelle à l'époque, mon père avait ramené un processeur Cyrix, c'était tout nouveau. Et vraiment, d'un coup, les soldats, ils se déplaçaient plus vite, quoi. Tu voyais que ça, tu faisais ton débarquement, ça rigolait sur le temps du processeur. Ah, mais oui, c'était sur le temps du processeur. Et oui, c'était sur la vitesse de ton corps. T'avais pas de GPU, malheureux. C'était pas un X-Cube ou, tu vois. Donc, et alors si t'avais une carte VGA, voilà, c'était déjà un truc de malade. Et puis, entre ça et Warhammer, que j'aimais beaucoup, StarCraft, comme tu le sais, c'était ils voulaient la licence Warhammer 40 000 qu'ils n'ont pas eu, et c'est pour ça que t'as ces trois grandes races, quoi, hein. C'est les Space Marines, les Ergs, c'est les Ultra, putain, comment ça s'appelle, aidez-moi là dans Warhammer 40 000. Oui, mais je suis en train de chercher. Les Tyrannides, voilà, les Tyrannides. Et puis les Protoss, c'est les Eldar, et en croisant ces trois-là, ça a donné StarCraft. Ok, un beau jeu. J'étais pas du tout au courant justement de ça, mais je l'apprends aujourd'hui, quoi. Du coup, c'est bien, Idriss, t'as anticipé une de nos questions, à savoir quels sont vos genres de prédilection en matière de jeux vidéo, en dehors des jeux sérieux ou à vertu pédagogique. Est-ce que toi, Eric, t'as des genres de prédilection? En connaissant ta carrière, on peut avoir une vague idée, mais est-ce que toi, t'as des... Moi, c'est les jeux d'aventure, et le premier jeu qui m'a vraiment marqué et qui m'a confirmé que les jeux allaient être un nouvel art à part entière, c'est Myst, qui est sorti au début des années 90, donc sur Mac, et qui était une grande claque visuelle, quoi. Même si le gameplay était un petit peu lent, on peut dire, mais le jeu était quand même extraordinaire. Et moi, je suis plus attiré par les jeux narratifs. Alors, le genre aventure, mais pas que, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup avant le genre aventure avait une espèce de monopole du narratif. Finalement, on disait je joue à des jeux d'aventure pour aller dans des histoires, et puis finalement plein d'autres genres ont intégré maintenant une dimension scénaristique. Donc on a des jeux de plateforme narratifs, on en a eu beaucoup d'ailleurs dans le jeu indépendant ces dernières années. J'aime beaucoup ce genre-là. Le dernier auquel j'ai joué, c'est Gris, un jeu indépendant voilà, très très poétique, ou des jeux comme Flower, Journey. Je trouve que c'est des jeux qui à la fois sont des véritables expériences interactives, et en même temps ont une profondeur narrative, mais qui passe uniquement par le gameplay. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, j'ai une question pour tous les deux avant qu'on rentre dans le vif du débat. Idriss, je voulais savoir où en était Scandaria, ta société de jeux sérieux, justement. Alors, c'est pas avec Scandaria que j'édite. En fait, Scandaria, c'était un petit proto fait avec Serge Choudoplatov, mon pote, depuis très longtemps. Et Scandaria, au début, on a juste vendu, en fait, des wargames pour les entreprises. Ok. Donc, on leur vendait des war rooms. Et ça, on en a vendu une trentaine. Et puis ensuite, Serge est parti vivre à San Francisco, et donc on a laissé la société parce qu'elle est bien pratique comme structure. Mais c'est pas avec Scandaria que je vais effectivement sortir mon prochain projet, qui s'appelle Game of Logos, et qui est un jeu sérieux pour apprendre les langues, qui m'a été commandé par l'université Mohamed VI Polytechnique au Maroc, que je salue, et dont je garde la propriété intellectuelle, bien entendu. Et c'est un prototype de jeu pour enseigner en fait n'importe quel contenu écrit, mais plus spécifiquement, on a commencé
lancé avec les langues et les mathématiques, et donc on a un prototype de ça. Mais avant d'aller juste plus loin, je voulais un petit peu réagir à ce que vous avez dit sur les RPG. C'était vraiment super intéressant. Et c'est vrai que pour votre audience, peut-être tout le monde ne sait pas ce que c'est que Flower ou Journey. C'est des vraies œuvres d'art. Vous savez qu'il y a eu ce grand débat. Roger Ebert, feu Roger Ebert, il est mort maintenant, qui était un des plus grands critiques de cinéma au monde, et qui avait dit que les jeux vidéo ne pourraient jamais être des œuvres d'art. Il a été très contredit par ces deux œuvres vidéoludiques qui viennent d'une société qui s'appelle That Game Company et qui ont été même montrées au musée d'art moderne de Los Angeles. Et puis puisqu'on a parlé de Myst et de Riven, qui sont vraiment des tournants dans l'histoire du jeu vidéo d'aventure, je voulais juste parler d'un jeu que j'ai énormément aimé, c'est la série Journeyman Project. Je ne sais pas si vous l'avez connu, des studios Presto, une des perles de la Silicon Valley. Ça me dit rien non plus. C'était donc le dernier épisode, le 3, c'était Legacy of Time, l'héritage du temps. Et il a le niveau et la profondeur narrative d'un Riven aussi. Donc maintenant, concernant le prototype de jeu que j'ai en cours, est-ce que tu veux en savoir plus ou quels seraient les sujets dont tu aimerais que je parle ? C'est plus pour savoir où en est la construction de ta carrière par rapport à ce média-là. Voilà, quels sont les futurs projets ? Est-ce que tu as une autre structure qui prend le relais ou voilà ? Alors absolument. Donc en fait, j'avais rencontré aussi, puisqu'on a des gens de chez Ubisoft, j'avais rencontré plusieurs fois les frères Guillemot, que j'aime beaucoup et que je salue, puisque Ubisoft est une très très belle boîte. Je les avais rencontrés parce qu'à l'époque, j'avais signé dans Le Point une tribune pour les défendre quand le groupe Bolloré a essayé de s'emparer d'Ubisoft. Et donc j'avais écrit « Il faut sauver le soldat Ubisoft » et comme je connaissais bien Emmanuel Carré aussi, ça m'avait amené à les rencontrer puis à déjeuner avec eux. Et donc je leur avais parlé de différents projets, mais j'ai surtout été consultant. Effectivement, à l'époque, j'avais pas. En fait, quand je faisais des jeux, c'était en B2B, c'était pour installation sur des serveurs d'un client bien précis. J'ai jamais pu passer le cap d'un jeu en B2C parce que ça nécessite énormément de financement que j'ai pas eu jusque-là. Et là, effectivement, je prépare une levée de fonds pour des financements pour une version B2C de Game of Logos. Donc, Game of Logos est déployé à l'UM6P au Maroc. Mais maintenant, on prépare une version grand public. Okay. Et ça nécessite de le mettre un peu, qu'il soit un peu plus ludique, quoi. En termes de game design, il n'est pas encore à la hauteur pour être en B2C. Mais c'est ça la prochaine étape, effectivement. D'accord. Est-ce que tu sais à peu près quand est-ce que ça sortira ou pas du tout ? Ça dépend du closing. Moi, j'aimerais le sortir avant Noël 2020. Mais on pourrait peut-être le sortir plus tôt si on finit notre closing, notre premier tour de table plus tôt que ça. Pour l'instant, donc, on a un proto avec une vidéo de démo. Je l'ai démontré d'ailleurs à Philadelphie juste avant le confinement devant 5000 chefs d'établissement américains. Donc c'était des proviseurs dans le privé. Et ils avaient été très enthousiastes. Et donc le principe, c'est des personnages historiques qui s'affrontent en s'envoyant des phrases bien formées à la gueule, comme dans un jeu d'action. Parce qu'en fait, un des résultats de ma thèse, c'était que aujourd'hui, dans les jeux de combat, on a atteint un niveau où c'est quasiment une grammaire de Chomsky. C'est-à-dire que on enchaîne des caractères, en l'occurrence, c'est même des mots, A, B, C pour un joueur, c'est comme si c'était des mots en termes grammaticaux, on peut pas les voir comme des lettres. Et un combo, c'est un enchaînement de mots. Donc si on a bien enchaîné les bons mots, on sort un combo. Et en fait, la complexité n'a fait qu'augmenter. Et ce qu'on voit, c'est que quand on maîtrise un personnage, par exemple dans Soul Calibur, on maîtrise à peu près les 20-30 premières entrées d'un phrasebook. Et donc, ce chapitre de ma thèse s'était dit, si aujourd'hui on arrive à atteindre le niveau de complexité d'un guide de conversation avec les combos, et en plus, c'est plus exigeant qu'un guide de conversation dans le sens où un combo, s'il y a une erreur, ça marche pas. Ouais. Alors que dans un guide de conversation, on peut faire plein d'erreurs, la personne en face vous comprend quand même. Et donc, je me suis dit, ce qui serait cool, c'est de remplacer les lettres de la manette par des mots. Et en fait, on voit la phrase qui s'affiche à l'écran et on est quasiment en temps réel. On est sur un mix entre tour par tour et temps réel. En fait, c'est un peu comme un combat de Final Fantasy, quoi. C'est le chaînon manquant entre Final Fantasy et DBZ en termes de style de jeu. Et du coup, plus la phrase est longue, plus elle fait mal.
Et plus elle est dite précisément, plus elle fait mal aussi, avec des epic wins, etc. Et donc on a Charles de Gaulle contre Charles Baudelaire, Churchill contre Abraham Lincoln, etc. Et on peut driller comme ça le français, l'anglais et les maths. D'accord. Ok. Donc ça se joue complètement en point and click. En manette. Non, manette, on veut que ce soit nerveux. Manette, ok. Ouais, on pourrait le faire en point and click, on a essayé, mais c'est pas assez rapide. On veut que ça sorte vraiment et que le type soit sous pression, parce que ça s'appelle le drilling. Et le drilling, c'est ce qu'on fait à l'armée, quoi. À l'armée, démonter, remonter un fusil, les yeux bandés. Parce que l'idée, c'est que ça soit ce qu'ils appellent, eux, de la mémoire musculaire, qui est pas le terme consacré en neurosciences, mais c'est juste intuitivement. C'est-à-dire que vous êtes un commando, vous êtes ultra stressé le jour J, il n'y a pas de lune, et vous avez un incident de tir, faut pouvoir démonter, remonter l'appareil sans lumière, donc les yeux fermés, et même en étant stressé. Là, c'est pareil, on essaie de faire rentrer les enchaînements de mots sous stress dans le joueur, donc il faut que ça soit nerveux et rapide. D'où le côté combo dont tu parlais, proche des jeux de baston en fait. C'est vraiment on est parti au départ de Soul Calibur en sachant très bien qu'on n'aurait pas le même budget, mais on a essayé d'adapter le même style, c'est-à-dire parce que en fait dans les jeux de combat, il y avait aussi une fibre nationaliste depuis Street Fighter 2. Qui était admise, quoi. C'est-à-dire que dans un des succès de Street Fighter 2, c'était à l'époque où il y avait en plus le PAL, le SECAM et tout, c'était un peu la galère pour localiser les jeux. Ouais. Et les créateurs s'étaient dit, si on fait un personnage par différentes zones géographiques, a priori ça va augmenter nos ventes. Et ils ont eu tout à fait raison. Ouais. Et dans Soul Calibur, ils l'ont fait encore plus. C'est-à-dire qu'on a vraiment plusieurs personnages européens, plusieurs personnages japonais, etc. Un personnage américain. Il représente vraiment... Ouais. Donc nous on s'est dit c'est stylé, on va faire ça avec des personnages historiques, et en fait on va driller d'abord des phrases conversationnelles, mais ensuite ils pourront s'envoyer des coups critiques qui sont leurs phrases historiques. Donc par exemple les coups critiques d'Abraham Lincoln, c'est des phrases du discours de Gettysburg, et puis si vous en enchaînez plein, vous avez un coup super critique. Et puis pareil pour Churchill, pareil pour le général Patton, qui était un très grand poète et qui a commis des poésies extraordinaires. Et puis pareil pour Richard Francis Burton, qui est mon héros et qui parlait 29 langues couramment. Donc lui, c'est un peu le personnage principal du jeu. Ok, très bien. Et du coup, Eric, je vais te poser un peu la même question. Est-ce que tu peux nous parler de tes activités depuis ton départ en freelance en 2014, s'il te plaît ? Alors, depuis la fin de Lexis, j'ai démarré une carrière de game designer indépendant. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur, on en parlera sans doute tout à l'heure, mais beaucoup de jeux liés à la culture, au tourisme. C'est des jeux, tout le monde connaît aujourd'hui Pokémon Go. Ant-Minds était déjà un embryon, certains aspects du gameplay d'Ant-Minds et inaugurer un petit peu parce qu'il y avait des quêtes à aller faire dans l'espace réel, dans la ville, dans les campagnes, etc. Et donc du coup j'ai beaucoup expérimenté de jeux de ce genre-là, on pourra en parler tout à l'heure. Et puis sinon je travaille sur un autre jeu, alors plus indé, qui est un jeu textuel avec de la réalité augmentée et qui permet de sensibiliser les jeunes au harcèlement scolaire, au problème du harcèlement scolaire. Mais c'est vraiment un jeu. C'est pas un serious game, c'est vraiment un jeu. Moi, j'ai toujours fait des jeux et le côté serious game, je trouve que il y a un aspect chiant qui me gêne dans cette notion-là. Un jeu, c'est un jeu, quoi. C'est pas un demi-jeu, donc. Faut avoir du fun. De surcroît, aujourd'hui, on a déjà, aujourd'hui, on a beaucoup de jeux qui se veulent apolitiques ou quoi, alors qu'en fait, ils sont extrêmement engagés. Je veux dire, il y a beaucoup de jeux d'armes qui sont très engagés, America Fucky, NRA, etc., Alt-Right, et tous ces jeux passent comme des jeux soi-disant apolitiques ou sans message, alors qu'en vérité, absolument tout acte est politique. Donc, à un moment donné, à venir avec cette espèce d'hypocrisie et de dire mais alors les jeux pour qu'ils parlent de sujets intéressants ou alors de sujets différents des sujets on va dire véhiculés par la masse, il faut que ce soit dans un serious game, bullshit. Oui, tout à fait. Et puis il y a toute une génération de jeunes game designers qui ont compris que c'était un média extraordinaire pour toucher un public très large, pour faire passer des messages, pour sensibiliser des gens à des sujets. Mais c'est vrai que les jeux ont une capacité d'engagement et de rétention de la mémoire qui est juste hors norme. On a ce qu'on appelle le Tetris Effect. Et le Tetris Effect, ça montre bien l'idée, c'est-à-dire on appelle le Tetris Effect quand les gens se mettent à rêver du jeu sur lequel ils ont geeké.
Et il a pour la première fois été découvert sur Tetris, même si je suis certain que dès Pong, les gens devaient en faire la sensation. Mais sur Tetris, vraiment, voilà, on voit aujourd'hui des gens qui rêvent de World of Warcraft et tout. Et on sait, ça s'appelle la révision hippocampique. Quand quelqu'un rêve de son jeu, c'est son hippocampe, qui est une structure décisive dans la mémoire à long terme, qui est en train de réviser. Et qui est en train de consolider en fait. Donc effectivement, on peut véhiculer des messages en particulier sur la conséquentialité, et ça c'était le vrai sujet sur le changement climatique, effectivement. On peut faire rentrer des notions de conséquentialité dans la tête des gens qu'on ne pourrait pas avec un film. Exactement. Bah, justement, en fait, il y a une question qu'on voulait vous poser, c'était quelles sont les limites du jeu éducatif ou des serious games ? Mais en fait, tu as un petit peu répondu déjà. Pour toi, ça serait de plus appeler ça des serious games, mais simplement des jeux. Et au final, la portée éducative, elle passe à travers, je sais pas, une proposition artistique, une proposition ludique, ou en fonction des sujets abordés. Il suffirait d'appeler ça des jeux, tout simplement, ou peut-être même encore une autre appellation. Oui, tout à fait. Moi, quand j'ai créé les aventures de l'oncle Ernest, j'ai pas pensé faire un jeu éducatif. Quand j'ai fait In Memoriam, des gens me disaient, waouh, j'ai appris des tas de trucs dans ton jeu, mais j'ai jamais voulu faire des jeux éducatifs. Moi, j'ai voulu faire des jeux qui me plaisaient, qui racontaient des histoires, qui plongeaient les gens dans des histoires, qui leur faisaient vivre des expériences qu'ils ne trouvaient pas par ailleurs. Et comme je me documente beaucoup pour tous mes jeux, bah, j'ai mis dans l'oncle Ernest des notions de géographie, d'histoire, de biologie, etc. J'ai mis dans In Memoriam énormément de notions sur l'ésotérisme, sur le soufisme, sur plein de sujets qui a priori intéressent pas le grand public, mais les gens m'ont dit mais ça m'a passionné. Donc je trouve que c'est justement parce que c'était des vrais jeux. Si j'avais dit je vais vous faire un serious game, excusez-moi de vous déranger, j'arrive avec mon serious game. On dit souvent serious game parce que souvent les gens qui font des serious games malheureusement n'ont pas des budgets extraordinaires, donc ils s'excusent en fait en disant voilà c'est un serious game, hein, tu regarderas ça, c'est pas un vrai jeu quoi. Alors que non, et on en parlera tout à l'heure. Il y a des jeux comme Assassin's Creed, mais il y en a plein d'autres qui effectivement permettent d'apprendre des choses. Ouais. Non, puis ce que je trouve dramatique par rapport à ce qui a été le média dominant d'une époque, la littérature, c'est que même si c'était pas forcément ce qui était le plus consommé, malgré tout, quand un Voltaire ou un Zola sortait un bouquin, derrière, tu voyageais, tu vivais des choses. Là, il y a pas très longtemps, j'ai relu Candide. Ça te fait réfléchir à énormément de choses. Pourtant, c'est pas forcément le but premier. Eux, c'était leur but premier, intellectuellement parlant. Mais quand ils sortaient un bouquin, c'était quand même malgré tout pour distraire les gens, pour qu'ils passent un bon moment l'hiver, les longues soirées d'hiver, à rien faire chez eux à la bougie. Donc à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on peut pas faire ça avec le livre, avec le jeu vidéo justement? Qu'est-ce qui nous l'interdit? Oui, tout à fait. Mais sans biais, sans qu'il y ait de biais, parce que c'est toujours un peu le problème. On en avait parlé. Dans une émission précédente, mais c'est vrai que je trouve ça plus que louable, ce que Ubisoft essaie de faire, ils ont mis là gratuitement leur jeu, leur Assassin, la version éducative où juste tu te balades dans la Grèce antique ou quoi, mais quid du fait que ils ont fait des erreurs qui font dresser les cheveux sur la tête de tout historien, même juste amateur d'histoire, juste parce que mais sinon ça va pas plaire aux médias américains, ou alors sinon ça va être rating 18 ou des trucs comme ça. Donc c'est un peu triste d'arriver sur ce genre de biais après. Oui, après sur les questions de jeux historiques, je me suis beaucoup plongé donc dans le Moyen-Âge et je peux vous dire que la vérité historique, vous mettez 3 universitaires de renommée sur le problème, la problématique des cathares. T'as 3 vérités. La vérité, elle est pas. Il va y avoir des divergences. Oui, certes, mais ils avaient pas mis des feuilles de vigne sur les statues en Grèce antique à un moment donné. Hein. Donc pour trouver la vérité, faudrait avoir le pouvoir de se téléporter à l'époque. Et encore, on aurait sans doute des biais cognitifs, puisqu'on arriverait d'une époque future pour regarder c'est les problèmes de physique quantique, c'est d'arriver dans un univers sans pouvoir, sans le perturber. Donc, oui, les questions de vérité historique, vous savez, vous connaissez cette phrase très connue, quand la vérité est plus belle que l'histoire, on retient, c'est l'histoire qu'on retient, le fameux film de John Ford. Et donc à un moment, la vérité l'histoire étant plus belle que la vérité, c'est l'histoire qu'on retient, et c'est souvent quand on voit l'histoire, c'est l'histoire qui a été écrite par les gagnants.
Ah bah oui. Bah justement, Enfin, ouais. mais l'histoire peut également amener à la vérité finalement, puisque si on arrive à intéresser quelqu'un avec son histoire, qui peut peut-être avoir ses biais comme on l'a dit, on peut l'amener à faire ses recherches aussi en parallèle, lui, de son côté, et ça peut l'amener à s'intéresser et à lire des livres justement, et à l'amener peut-être plus proche de cette réalité, quoi, cette vérité. Bah, on va parler un peu plus loin justement dans l'émission du comment le jeu vidéo peut, en tant que média, amener à s'intéresser à d'autres sujets. Il y a une question que je voulais poser à Idriss. Tu nous as dit que tu développais donc un prototype de jeu qui est dédié à un centre d'enseignement. Je sais plus quel était si c'était un collège ou un lycée, pardon. C'est l'université Mohamed VI Polytechnique qui est la meilleure université du Maroc, effectivement. Voilà, et bah donc à cette université-là justement, aujourd'hui on a une profusion de jeux. Et est-ce que l'influence des fois des camarades d'un même âge, alors que ça soit à l'âge quand on rentre à l'université justement ou quand on est plus jeune, est-ce que ça peut rendre obsolètes les jeux, on va dire, à portée éducative, parce que tout simplement il y a l'attrait pour des expériences de jeu plus basiquement ludiques, on va dire? Non, parce que en réalité le contenu sérieux a la moins bonne technologie pour l'instant, mais il a la plus grande diversité de contenu. C'est-à-dire que si je reprends le parallèle entre Soul Calibur et Game of Logos, bon, Soul Calibur a évidemment un plus gros budget et des animations de meilleure qualité, etc. Mais on a vite fait le tour de tous les combos possibles des personnages. Si jamais les contenus, ça devient le discours de Gettysburg d'Abraham Lincoln ou le poème sur la réincarnation de George Patton, là on commence à avoir une diversité de contenus plus grande, et les jeux qui essaient de mélanger les deux, comme Civilization 6, qui a atteint Civilization 6, ils ont un niveau d'adhérence à la réalité historique qui est exceptionnel. C'est très impressionnant de voir ce qu'on peut apprendre dans Civilization 6 alors que ça reste un pur jeu. En réalité, effectivement, les deux mondes sont en train de fusionner, parce que c'est même aussi comme une question de nutrition. En nutrition, on a toujours ce problème que, en général, ce qui est très goûtu n'est pas bon pour la santé, et ce qui est très diététique n'est pas très goûtu. Donc en général, dans la nutrition, on a ce problème de goûtu versus diététique. Et dans le jeu vidéo, on l'a aussi. Ce qui est très goûtu, très addictif, en général, n'est pas super diététique au regard de la connaissance qu'on acquiert, quoi. Mais ces deux mondes sont en train de fusionner. Et en gastronomie, on sait qu'en réalité, on peut avoir quelque chose de très goûtu, de très diététique. Alors le seul défaut en général, c'est que du coup, c'est cher. Voilà. Ouais. Ou alors que ça demande du temps, soit c'est cher en argent, soit c'est cher en temps humain, qu'il faut passer à aller sélectionner les ingrédients au marché, se faire sa tambouille, et que c'est goûtu et diététique à la fois. Mais c'est pas un problème qui est impossible à résoudre. Donc de la même façon qu'aujourd'hui on a des voitures électriques qui sont plus excitantes que les voitures thermiques, je veux dire, il y a 10 ans vous auriez dit à quelqu'un dans une boîte ta voiture de fonction ça va être une électrique, il vous aurait regardé en disant mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi, c'est quoi, pourquoi tu me punis? Bon, maintenant, vous lui dites ta voiture de fonction, ça va être une Tesla Model S. Il va dire ah c'est cool, ça va plus vite. Ouais, mais tu l'as pas dit, c'est une Renault. C'est pas faux. Tu l'as pas dit, c'est une Renault. Ça va plus vite qu'une Maserati, etc. Bon, donc c'est vraiment pareil pour les jeux sérieux, c'est que on est en train, le pari qu'on a fait avec Game of Logos, c'est qu'un jour, effectivement, les jeux sérieux seront juste plus addictifs et plus goûteux, en fait, plus goûtus, comme pour le problème donc de la gastronomie, enfin diététique versus goûtu, qu'un jour les jeux sérieux seront juste plus tasty que les jeux pas sérieux. Mais justement, cette proposition-là, elle est quand même assez... Enfin, vous pouvez m'arrêter si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression qu'elle s'est quand même assez raréfiée. Est-ce que on peut trouver une explication à la raison, on va dire, de la disparition des sessions éducatives à travers des logiciels comme, je sais pas, Adibou, qu'il y a eu dans les écoles plus jeunes, justement? Bah, ça dépend des écoles, après. Alors, moi qui ai travaillé à l'époque sur ce type de... Adibou, j'ai pas travaillé directement, mais à l'époque, je travaillais pour une autre société qui s'appelait, pas Ubisoft, mais Edusoft, et qui faisait des logiciels éducatifs. Et une des raisons, c'est vraiment que Adibou était vraiment, pour le coup, un logiciel adapté. On avait étudié tous les programmes des classes. Enfin, il y avait vraiment... je l'ai fait après avec Disney, d'ailleurs. On avait fait adapter le livre de la jungle pour Disney en programme éducatif. Donc, il y avait vraiment un suivi. On faisait des contenus pour la classe, pour les élèves. C'était vraiment designé pour ça. Ce qui s'est passé, c'est la dématérialisation, parce qu'à l'époque, on était sur des CD-ROM.
et ça a été remplacé par des sociétés comme Maxicourt, etc. Il y a plusieurs sociétés qui font quand même encore aujourd'hui ce genre de programme, mais qui sont plus vraiment des jeux. Là, pour le coup, c'est vraiment des programmes de révision. Donc il y a eu effectivement à Dibou, il y avait un côté quand même assez ludique qu'on a perdu en chemin. Et puis, si vous voulez, il y a eu ce mix qu'il y avait dans Adibou. Le côté jeu, on est parti vers des vrais jeux, et puis le côté éducatif, on est parti vers des vrais programmes éducatifs. Donc du coup, ce mix a un peu disparu. Attends, à l'époque, t'avais quand même des jeux. Moi, je me rappelle, je vais faire une référence de vieux, désolé, mais de Mon Micro me rend service, un vieux magazine d'informatique au début des années 90. Et dedans, il y avait des jeux qui s'appelaient Isis, qui s'appelaient Christophe Colomb, etc. Et tu refaisais l'histoire, la mythologie de Isis à travers un point and click. Et c'était quasiment que des point and click, hein, qu'on soit d'accord. Ouais, mais n'empêche, c'est des jeux, moi, ils m'ont méga scotché. Et aujourd'hui, impossible de remettre ça pour mes gosses. Impossible. Ouais, mais après, on parle d'une époque justement où la micro-informatique était pas forcément accessible pour tout le monde. Moi, quand j'étais gamin, je sais pas, j'avais genre 8-9 ans, mes parents ils roulaient pas sur l'or, et quand ils m'ont acheté mon premier PC, c'était un Diou 233 MHz à la Redoute, tu vois. Bon, bah, oui, ils se sont saignés, et quand, voilà. Et si tu veux, moi, les premiers jeux que je demandais à mes parents, c'était Tomb Raider 2, tu vois, c'était pas Adibou. Là où Adibou, je trouve que ça a un petit peu, pour moi, c'est un peu un aveu d'échec, parce que je me souviens, si ma mémoire est bonne, c'est que dans les logiciels ADI, alors Adibou je suis pas sûr, mais en tout cas dans ADI, il y avait justement ce programme de mathématiques, d'histoire géo, de français, whatever, qui était exposé, mais on rétribuait le joueur, oui, si je puis dire, par des jeux avec côté, des jeux, c'est ça. Des flippers, c'est ça, où j'ai passé 10 000 heures sur le flipper. T'avais des point and click genre Goblins, tout ça, c'était vachement cool, mais pourquoi l'offre aujourd'hui n'est plus viable? Parce que si on devait faire aujourd'hui des jeux de ce style-là, il faudrait offrir par exemple des jeux comme Assassin's Creed, Far Cry, tu vois, c'est le genre de truc de retribution qui serait plus alléchante, je pense, pour le joueur, quoi. Oui, je disais souvent à mon équipe, moi, quand les gens achetaient à l'époque encore les jeux dans physique, en fait, qu'ils allaient à la Fnac ou à Carrefour, il n'y a pas le prix de production qui est indiqué sur la boîte. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en concurrence avec des jeux qui ont des budgets parfois 100 fois plus élevés que le vôtre. Et puis les budgets comme. C'est pas une excuse de dire, ah ben non, mais moi j'ai eu que 200 000 euros pour faire mon jeu, et je suis à côté d'un jeu qui a eu 200 millions, quoi. Donc c'est... Après, tu le vends peut-être pas non plus au même prix. Oui, mais quand même, quoi. Donc, oui, là, ce que je veux dire, c'est que les gamins aujourd'hui, effectivement, à l'époque, ils pouvaient se contenter d'un petit casse-brique dans Adibou. Là, aujourd'hui, ils disent, bon, ok, j'ai envie de passer à autre chose. Je me souviens même, mon fils, c'est pas si vieux que ça. On a un moment, on jouait à Siberia. Vous vous souvenez, Siberia, jeu d'aventure. Oh oui, bien sûr. Sokal. Tender. Point and click. Et mon fils, à l'époque, lui, il jouait déjà sur Rayman, etc. C'est Rayman 2, je crois. Et puis à un moment, il vient, et puis il me regarde jouer à Siberia, puis on démarre. Puis au bout d'une demi-heure, il dit, mais il commence quand, papa, le jeu? Et je dis, non, mais ça fait une demi-heure qu'on a commencé. Quand est-ce que je fais quart de cercle? Pour lui, c'était... Quand on se casse la tête pour trouver un code dans Siberia. Une sorte de longue cinématique. Et en fait, il attendait le vrai jeu, quoi. C'est marrant que tu parles de ça. Après, ça reste pour autant des jeux à destination d'adultes au même niveau que tout à l'heure on parlait d'autres jeux très poétiques, malgré tout, qui s'adressent quand même plus à des adultes qu'à des enfants. Parce que le parallèle est aussi très facile à faire avec d'autres jeux comme Unravel, où tu mets un gamin devant Unravel, il va dire bah écoute, là ton jeu, tu me les brises menus et je vais retourner jouer à GTA, tu vois. Ouais, ça dépend. Après, tu as des gameplays, par exemple, inversement, mon gamin à peu près au même âge, un moment, je lui ai fait découvrir Pac-Man en jeu sur le web, et il me dit, mais il est génial ce jeu, il sort quand? Et je lui dis, mais il est sorti il y a 20 ans, quoi. Ah bon, et il trouvait ça génial parce que le gameplay n'a pas vieilli, quoi. Et finalement, un jeu en 2D, on voit toute cette vague aussi des jeux de pixels, etc. On voit que ça marche quand un gameplay est bon. On peut se confronter à des jeux qui ont des énormes budgets. Quand je vous parlais de Gris ou de jeux indépendants qui, bon, c'est que quelques heures de jeu, mais on va pas regarder
le nombre de polygones, on est dans autre chose, dans une autre grammaire. Complètement. Idriss, tu parlais un peu plus tôt de ce que tu as mis en place avec l'université. Est-ce que, de ton côté, mais Eric, je pense que tu auras aussi un élément de réponse à nous apporter, est-ce qu'on observe des fois une forme de résistance dans le milieu des enseignants à installer le jeu vidéo dans des sphères d'éducation traditionnelles, et est-ce qu'il y a un problème de décalage générationnel derrière tout ça, si confrontation difficile il y a avec ce milieu enseignant par exemple? Alors, on peut tout à fait. En l'occurrence, l'UM6P, c'est vraiment le fleuron du Maroc, c'est la meilleure université avec des investissements de 300 millions de dollars, donc eux, ils étaient là pour ça. Mais dans toutes les autres prestations de conseil que j'ai données, on a fait nous un room par exemple pour Amundi, c'est clair que on doit déjà, par exemple, il y a un phénomène, j'ai oublié comment il s'appelle, mais c'était le nom de la première nana qui a créé une recette de gâteau instantané. Ouais. Il s'est pas vendu. Il s'est pas vendu parce que le truc c'était just add water et ça s'est pas vendu. Alors du coup, elle a eu vraiment l'idée, je crois que ça s'appelle le Betty Crocker Effect. Betty Crocker Effect. Okay. Elle a eu l'idée de ajouter juste un œuf frais. Voilà. Et là, les femmes au foyer des années 50 se disaient tiens, je me sens pas coupable d'avoir fait je me sens pas coupable d'avoir juste mis de l'eau puis de faire un gâteau comme ça. J'ai participé, j'ai mis un œuf quoi. Et donc, ce Betty Crocker Effect, il est connu dans le monde du jeu. Il y a beaucoup de gens qui pensent que s'ils ont pris du plaisir, ils n'ont pas appris. Et que s'ils en ont pas chié, s'il n'y a pas eu une dimension vraiment pénalisante, quoi, hein, de la souffrance, etc., ouais. C'est qu'ils méritent pas d'apprendre et qu'ils n'ont pas appris. Et parfois même, leur cerveau finit par les convaincre de ça. Qu'ils n'ont rien appris eux-mêmes. Alors que le jeu leur a fait driller un contenu 10 fois, 15 fois plus que s'ils l'avaient potassé face à leur cours. Alors que en réalité, pour désinstaller cet effet Betty Crocker, moi mon expérience elle travaille essentiellement là-dessus. J'avais même écrit Libérer votre cerveau pour essayer de faire un compendium de ça, quoi, de l'expérience que j'avais acquise à désinstaller cet effet. Et en général, il faut déjà expliquer aux gens que tous les mammifères jouent pour apprendre. Ça, c'est un fait éthologique très connu. Tous les mammifères jouent pour apprendre, aussi bien les proies que les prédateurs. Les prédateurs, on sait très bien pourquoi ils jouent. S'ils jouent pas, ils sauront pas chasser, ils sauront pas défendre leur territoire, ils vont mourir. Et les proies, par exemple les gazelles, les bébés gazelles jouent parce que comme ça, ils signalent aux prédateurs qu'ils sont en bonne santé. Et donc les prédateurs passent un temps très grand à essayer de choisir une proie. Ils passent beaucoup plus de temps à choisir une proie d'ailleurs qu'à évidemment la poursuivre. Hein. Poursuite d'une proie, c'est 15 secondes. Choisir une proie, c'est plusieurs heures. Et donc du coup, ils regardent, ils inspectent les juvéniles qui ont le plus de chances de se faire avoir. Et quand ils voient des juvéniles qui sautent fraîchement, etc., en fait, ça les dissuade et ils se rendent compte que c'est pas eux qu'il faut choisir. Donc, tous les mammifères jouent pour apprendre. Et en réalité, la grande force du jeu, c'est qu'il a une barrière d'entrée très faible. C'est très facile de commencer un jeu. Et il a une barrière de sortie très forte. C'est dur d'arrêter un jeu. Donc ça, par rapport à un cahier, évidemment, par rapport à un livre de cours. Le livre de cours, il a une barrière d'entrée très forte. C'est chiant à ouvrir. Et il a une barrière de sortie très faible. C'est très facile d'arrêter d'apprendre. D'arrêter de lire son cours. Donc ça, c'est la première raison immédiatement, rationnellement explicable à une population qui serait rétive et qui serait sensible au Betty Crocker Effect, de leur dire regardez, les jeux sont juste technologiquement plus efficaces pour transmettre un savoir. Et l'autre raison, c'est de leur dire écoutez, un jeu vous corrige beaucoup plus. Parce que la matière première de l'apprentissage, c'est pas la note. Il faut être fou pour croire que la note est la matière première de l'apprentissage parce que c'est juste faux. La matière première de l'apprentissage, c'est la correction. On peut très bien apprendre sans note, on peut pas apprendre sans correction, ça c'est pas possible. Et donc tout comportement, que ce soit jouer du piano, savoir dessiner, savoir faire n'importe quoi, faire des maths, il faut être corrigé souvent. Or, un examen, il nous corrige une fois toutes les 2 semaines. Vous passez un examen écrit, vous avez 20 questions. Première question, vous mettez une réponse, pas de correction. Deuxième question, pas de correction. Troisième question, pas de correction. À la fin, vous rendez votre copie. Et complètement hors contexte, 2 semaines plus tard, vous avez un événement de correction qui tombe. Un jeu vidéo, il vous corrige toutes les secondes.
Et ça, c'est la grande puissance technologique du jeu vidéo sur n'importe quel autre mode d'apprentissage. Enfin, vidéo ou pas d'ailleurs. Ça peut être un jeu, ça peut être un cours, enfin, comment dire, du foot. Le foot vous corrige aussi souvent. Un vélo, ça vous corrige souvent. Un simulateur de vol, ça vous corrige. Donc, si on veut que quelqu'un apprenne vite, il faut qu'il soit corrigé souvent. Et en réalité, ce qui crée les inégalités scolaires avant, c'était que les riches avaient des précepteurs particuliers. Et le principe d'un précepteur particulier, c'est qu'il vous corrige beaucoup plus souvent que la moyenne, parce qu'il donne toute son attention juste à vous. Ou alors à la limite à vous et à votre frangin, vous avez un précepteur particulier payé par les parents, il va vous corriger beaucoup plus que le bas peuple. Donc voilà, d'une part, il y a ce cas du précepteur particulier. D'autre part, un autre moteur des inégalités scolaires, même dans l'école, c'est que en fait, les bons élèves sont souvent des élèves qui sont pas forcément bons, mais qui n'ont pas peur de la correction. Parce que leur contexte familial ou autre leur a appris qu'en fait c'est bien d'être proche du professeur. Et donc eux se font corriger plus souvent. Ils sont au premier rang, ils reçoivent plus de l'attention du professeur parce que eux ils font tout pour la recevoir. Et à la fin de l'année, c'est exactement, vous savez, comme un vigneron, il sait qu'exposer sa vigne un tout petit peu mieux donnera du meilleur vin. À la fin de l'année, si vous avez une vigne qui est exposée plein sud, qui est sur un beau coteau à 45 degrés, elle va donner du meilleur vin. À la fin de l'année, un élève qui a reçu plus de l'attention du prof, toute chose égale par ailleurs, il va avoir une meilleure performance scolaire. Parce que le prof, c'est le soleil, entre guillemets, c'est lui qui distribue les corrections. Et donc, vous allez recevoir plus d'ensoleillement si jamais vous êtes plus proche du prof. Et les mauvais élèves, eux, font tout pour éviter l'attention du prof, parce qu'ils savent, elle a été associée dans leur tête à une pénalité. Un mauvais élève, à chaque fois qu'il reçoit l'attention du prof, il sait que c'est pour s'en prendre une. Psychologiquement ou dans le temps, physiquement. Oui, puis souvent il y a quand même aussi la reproduction sociale qui vient jouer là-dedans. Où, bien sûr. L'école est là quand même pour reproduire des biais sociaux qu'on a beaucoup plus que pour les diminuer. Tout à fait, mais c'est ça au bout du compte, c'est-à-dire qu'on a cette espèce d'ensoleillement par l'attention du prof qui est inégalement distribuée dans la classe et qui crée des inégalités scolaires très fortes, qui sont parfois aussi autoreproductrices, parce que il y a vraiment l'idée que si le prof se dit qu'un élève est bon, il va lui donner plus d'attention, il va le corriger plus souvent et l'élève va devenir encore meilleur. Bon. Donc les jeux vidéo peuvent gommer tout ça. Et en termes de technologie éducative, donc une fois qu'on a expliqué aux profs ou à tous les réticents, parce que le sujet au départ c'était cet effet Betty Crocker, que des gens pensent que le jeu peut pas enseigner. Une fois qu'on leur a expliqué tous ces points technologiques, que le jeu corrige plus souvent que n'importe quelle autre situation d'apprentissage, que tous les mammifères jouent pour apprendre, et en général on arrive à présenter le jeu comme mode d'apprentissage même à des gens qui sont très rétifs. Oui, mais tu penses pas que le jeu vidéo aujourd'hui, parce que c'est intéressant justement d'essayer d'éduquer à travers le jeu vidéo et d'expliquer justement les bienfaits, le fait que ça corrige à tout moment. Mais là justement, Julien mentionnait le fait que dans l'éducation traditionnelle, en tout cas dans la plupart des instituts scolaires, il y a quand même une moyenne d'âge qui est assez élevée, réfractaire aux jeux vidéo, peut-être un petit peu plutôt rétrograde par moment. T'as pas peur qu'aujourd'hui justement le jeu vidéo soit associé à une image un petit peu trop, on va dire, je vais pas dire ludique, mais à divertissement, tu vois, et que forcément aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, le divertissement ne colle pas forcément, ne rime pas forcément avec apprentissage, quoi. Si je peux interrompre votre conversation, oui. c'est en fait, pour moi, c'est plus compliqué que ça. Je pense qu'il y a maintenant beaucoup de profs qui sont nés, qui ont une quarantaine d'années, qui sont nés avec les jeux vidéo. Je pense qu'ils jouent même eux-mêmes. Le problème, c'est que ils n'ont du jeu vidéo comme beaucoup de gens que les grands hits qui sortent, les AAA qui sortent notamment en fin d'année. Il faut avoir quand même un peu de curiosité pour aller regarder ce qu'il y a sur le marché indépendant, sur Steam, etc. Et donc du coup, la production quand même majoritaire qu'on perçoit à travers les médias, elle est quand même beaucoup ces énormes jeux qui sont bien souvent malheureusement qui sont pas forcément les plus intéressants en termes éducatifs, même s'il y a évidemment des exceptions. On a parlé d'Assassin's Creed par exemple. Mais il y a des profs, moi je connais des profs qui utilisent Minecraft dans la classe, qui adaptent leur programme parce que Minecraft est un super outil de modélisation, de construction, etc. Donc je crois pas que ça soit... Gestion de projet, travail d'équipe, tout ça. Voilà, exactement. C'est ça, ouais. En revanche, je pense qu'il y a aussi
c'est comme dans beaucoup d'institutions, il y a un poids qui vient pas des profs, qui vient de cette, comme on dit, le mammouth, hein, cet énorme écosystème qui est très lent à se transformer. Moi, j'ai une fille qui est complètement déscolarisée. Pourquoi elle est déscolarisée? Parce que les programmes aujourd'hui sont plus en accord avec la réalité du monde dans lequel on est. C'est pas moi même qui l'ai dit, c'est des gens comme Michel Serres qui ont, à travers son bouquin Petite Poussette, bien, et pourtant c'était pas quelqu'un qui était de cette génération des jeux vidéo, mais il a par son regard critique très bien compris que les gamins d'aujourd'hui s'ennuient à l'école, mais s'ennuient profondément parce qu'ils savent que les contenus, une grande majorité des contenus qu'ils apprennent, ils peuvent les trouver par eux-mêmes en quelques clics sur Internet. Donc le fait d'apprendre par cœur des choses, par contre, il y a des choses qu'on n'apprend pas suffisamment. Pourquoi on n'apprend pas le game design à l'école? Ça serait une matière extraordinaire pour les gamins. Pourquoi on n'apprend pas plus le code, le développement informatique? On le fait de plus en plus, mais je trouve que ça devrait être obligatoire. C'est la grammaire des gamins d'aujourd'hui. Pourquoi on n'apprend pas comment on peut devenir entrepreneur? Parce que tous les gamins qui sortent aujourd'hui, ils en ont rien à cirer de faire une carrière chez, je sais pas, Vinci ou Monsanto, quoi. Ils ont envie d'autre chose, d'un autre monde. Ouais, mais il y a une réforme importante à faire sur ces matières. Je pense qu'il y a des profs qui seraient prêts à le faire. Le problème, c'est qu'il y a une lourdeur sur des enseignements qui sont là depuis des millénaires, on va dire, et qui ont du mal à bouger. Ils n'ont aucune marge de manœuvre finalement sur les programmes. Oui, enfin, bien là, plus que ce que tu penses. Moi, je connais des profs qui te disent quelque part nationale, bah oui, mais justement, il y en a qui se font virer si tu respectes non, pas. Non, justement. Moi, je connais des profs qui justement envoient valdinguer complètement ces systèmes parce qu'ils leur disent je vous emmerde, je suis fonctionnaire et justement je profite du statut incroyable qui a été créé après, dans les entre-deux-guerres, de ce système qui me permet d'être employé en qualification. Absolument pas. Ils le font devant les inspecteurs en cours et ils envoient valdinguer effectivement tout ce qu'ils sont censés emmener et il y a peu de problème. Les sanctions, ça va être tu vas aller bosser dans une ZEB, guess what, j'y suis déjà. Donc tu vois, en fait au bout d'un moment les mecs en fait n'ont plus le levier, donc si tu as envie de le faire, c'est juste qu'il faut une certaine dose de courage et d'abnégation. Je veux bien, si vous me permettez d'intervenir, c'est pas mais simple. il y a eu hélas une crucifixion en la matière, c'est celle de Céline Alvarez, qui avait fait exactement ça, c'est-à-dire elle était déjà en ZEP, elle avait déjà le statut de fonctionnaire, et elle a obtenu des résultats absolument exceptionnels. Elle a réussi à apprendre à lire, écrire, compter et faire des divisions avec reste à quasiment tous ces gamins de grande section de maternelle, ce qui est un truc de fou. Dans une ZEP en plus, le service rendu à la société est énorme, parce que on sait qu'il y a en moyenne un gamin dans cette classe qui va finir en tôle au moins une fois dans sa vie. Donc, elle avait réussi à leur apprendre, à les mettre au niveau, normalement, du CE2. Eh bien, elle a été profondément harcelée par sa hiérarchie, et elle n'a pas pu reproduire l'expérience, ça lui a été rigoureusement interdit, et elle s'est barrée. Enfin, c'est-à-dire qu'elle avait le statut de fonctionnaire, elle a démissionné, parce qu'on ne lui autorisait pas à reproduire sa méthode. On lui disait qu'elle n'était pas scientifique, mais les résultats étaient là, donc on pouvait pas dire grand-chose. Si les enfants savent lire et écrire, il n'y a pas grand-chose d'autre à mesurer. Oui, enfin, si l'école de Ferry était scientifique, ça se saurait, j'ai envie de te dire. Hein. Bon, mais alors justement, mais c'est ce qu'on lui a opposé. Parce que niveau inégalitaire... Voilà, c'est ce qu'on lui a opposé. On lui a dit, voilà, ta méthode n'est pas scientifique, elle n'est pas reproductive. Oui, mais vous me laissez pas la reproduire. Oui, mais t'inquiète, bon voilà. Et donc, elle a démissionné, elle a écrit un bouquin. Elle s'est faite complètement démontée médiatiquement, ça a été très dur pour elle, et en tout cas ça a dissuadé quasiment tous les enseignants de maternelle de reproduire l'expérience. Donc et là c'est vrai que le statut de la fonction publique est censé normalement en théorie permettre toute cette liberté, mais dans la pratique, on a une bureaucratie éducative qui fait pour laquelle la conformité est plus importante que le résultat. Et la conséquence de cette bureaucratie, c'est que pour faire carrière, et ça compte, je veux dire, quand vous prenez un crédit pour acheter une maison ou quoi que ce soit, vous serez bien content d'être passé à l'échelon suivant, d'avoir bien eu la bonne note avec votre inspecteur, etc. Et il n'y a aucune chance pour que devant un inspecteur... Moi, je me rappelle, j'avais un ami il était vacataire.
Il s'appelait Jean-Yves Hortebise. Et aujourd'hui, il est prof d'université à Taïwan, mais il s'est cassé de la France. Il avait fini son doctorat de philosophie à Aix-Marseille, et il a été vacataire quelque temps dans un lycée à Marseille. Ses élèves l'adoraient tellement qu'ils ont créé une page Facebook, In Hortebise We Trust, et il a eu les meilleurs résultats au bac de ses élèves depuis 10 ans. Eh ben, il y a un connard d'inspecteur qui s'est pointé, qui l'a inspecté, qui lui a dit « Mais c'est pas normal, votre cours, vos élèves s'amusent. » Vos élèves s'amusent. C'est ça qu'on lui a dit, putain. Donc le gars, non seulement il est perdu pour la France, mais il est perdu pour ses élèves. Un bon prof, il l'aurait tout de suite mis au ministère. Reproduire ses méthodes. Et ben là, non. Et non, t'as vu qui aujourd'hui ministre. T'as vu aujourd'hui les ministres de l'éducation, quoi. Il faut aussi prendre en compte la pression des parents d'élèves. Les parents d'élèves, comme dit Idriss, à un moment, on a une pression sociale sur une vie programmée, le fait d'avoir un diplôme, de faire après une grande école, c'est quand même un modèle qui perdure. Et donc, il y a une pression aussi des parents d'élèves qui font que dès que vous sortez quand même d'une méthode classique, vous êtes vu de travers. Moi, j'ai eu la chance, j'ai enseigné. On peut peut-être aussi arrêter de leur mentir. Comment ? On peut peut-être aussi arrêter de leur mentir en leur disant à longueur d'émissions télévisées que le niveau d'éducation est plus bas que jamais, alors qu'aujourd'hui un enfant qui a le bac, il a plus de connaissances qu'un ingénieur il y a 50 ans. Ah, c'est tout à fait Donc exact. Faut arrêter aussi de dire des conneries 5 minutes à la télé. Oui. Moi j'ai eu la chance d'enseigner 5 ans, après j'en ai eu marre parce que je trouvais que c'était un métier très répétitif. Et il faut aussi prendre en compte cette dureté du métier de prof qui est pas suffisamment valorisée. Il y a pas, enfin, quand on rentre, je sais pas, à l'époque j'avais 24 ans quand je suis rentré dans l'enseignement d'éducation nationale, j'avais pas de perspective jusqu'à ma retraite d'évolution extraordinaire, hein. C'est quand même, vous rentrez dans un long tunnel. Donc il faut qu'on revalorise ce genre de métier, mais il faut aussi que les profs eux-mêmes, comme on l'a dit, soient plus créatifs. Certains le sont, mais pas tous, malheureusement. Ouais, c'est ça, mais quand on voit les bâtons dans les roues qu'ils peuvent se prendre... Il y a aussi cette pression sociale des parents d'élèves. Moi, j'étais dans le 93, parce que quand on démarre sa carrière, en général, on va dans les départements les plus difficiles. Mais finalement, c'était une chance, parce qu'il n'y avait pas cette pression des parents. J'ai rencontré des gamins extraordinaires. J'étais à Clichy-sous-Bois, j'étais à Saint-Denis, j'étais dans les lycées les plus difficiles, mais comme j'étais prof d'art plastique, j'avais une grande liberté, c'est-à-dire qu'on me laissait faire de la vidéo, on me laissait faire du théâtre, on me laissait faire énormément de choses. Mais j'étais plus un prof finalement de coaching de vie, un prof qui je débordais sur des tas de sujets que l'éducation classique. J'étais un prof qui finalement essayait de les remettre un peu d'aplomb, quoi, parce qu'il y en a qui étaient quand même ouais, mais Eric, c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, tu vois, j'ai l'impression, alors après moi c'était à mon époque, hein, bon, j'ai un peu plus de la trentaine, mais donc c'est vraiment les années 90, mais j'ai surtout cette impression que les profs, tu parlais justement tout à l'heure de je sais pas, d'institutionnaliser de mettre en place des cours de game design, d'art, d'entrepreneuriat, etc. J'ai surtout l'impression que, si tu veux, dans l'éducation nationale, enfin dans l'éducation française et peut-être dans le monde, hein, je sais pas, mais moi je parle vraiment que du cas français, on est axé sur les axes principaux qui sont les sciences mathématiques, la langue, donc la littérature, le français, les langues en général, l'histoire géo et les sciences comme la physique, chimie, la SVT, mais que tous les autres, les profs, que ce soit les profs de musique, d'art plastique, de technologie, qui sont censés sensibiliser les jeunes en fait à d'autres voies possibles, tu vois, sont un peu pris pour des ringards. Alors désolé, hein, j'utilise vraiment le mot, c'est un peu qui ne sont pas mis en avant. Moi, je me souviens, dans mon cours de technologie, mon prof il nous n'avait jamais sensibilisé à la micro-informatique, c'est-à-dire que il nous faisait souder 2-3 bricoles pendant que lui s'amusait sur son ordinateur et ça s'arrêtait là, tu vois. Nous, on programmait les feux de croisement nous, on faisait de la programmatique, alors qu'on est de la même année, hein, donc tu vois, ça dépend vraiment des... ouais, mais moi, c'est dans le sud, tu vois, on a toujours un train de retard, mais après, si tu veux, le truc, c'est que... oui, forcément, oui, non, mais... non, je déconne. Je peux aussi parler après des gens de Clermont-Ferrand. Non, mais je plaisante, on n'a pas un train de retard, Didier Raoult le prouve tous les jours, tu vois. Mais c'est un modèle justement qui s'adresse à des gens qui sont pas surdiplômés, qui ont souvent eu des échecs scolaires, pardon, ouais. qui est l'école 42.
l'école 42 Xavier Niel. L'enseignement de l'école 42. Moi, je suis allé sur place, j'étais bluffé. C'est vraiment un enseignement qui est très gamifié. On a l'impression, enfin les élèves qui étaient là disaient, il y en a un qui était sorti de l'école il y a quelques mois, il était revenu pour accéder au niveau, je sais pas, 24 parce qu'il dit c'est comme un jeu, on devient accro puis on a envie de réussir les challenges qu'on nous propose. Donc voilà, ça c'est un modèle d'école hyper intéressant parce que ça s'adresse à des gens qui sont pas a priori plus bêtes que les autres, mais qui sont sortis justement du circuit classique et qui, grâce à une nouvelle pédagogie, ça leur permet très rapidement de trouver un job et puis de rentrer dans un domaine où on a besoin justement de gens qualifiés. En tout cas dans le développement informatique. Ouais, après c'est peut-être un peu trop politique, c'est peut-être pas l'émission pour en parler, mais je trouve quand même que c'est aussi une bonne fabrique à tout du capital et pas vraiment une usine à réflexion ni à aider les jeunes à faire penser par eux-mêmes des modes de production qui soient alternatifs ou viables ou durables dans le temps, etc. Mais après ça empêche pas qu'il y ait des bons résultats. Sans doute, mais j'ai un ami qui lui crée des écoles 42 dans les camps de réfugiés. Ben voilà, c'est aussi politiquement un truc intéressant. Ouais, ok. D'accord, ouais, non, mais je connaissais pas du tout cette façade. Ok, très intéressant. Là, justement, on parle des grosses institutions là depuis tout à l'heure, à la fois l'éducation nationale et autres, mais est-ce qu'on peut aussi parler des institutions, si vous le voulez bien, quel rôle peuvent avoir justement les gros piliers de l'industrie du jeu vidéo dans l'éducation même? Parce que là, on parle vraiment du versant scolaire, mais est-ce que dans l'industrie elle-même, les gros piliers, je sais pas, Apple, même Nintendo, parce que dans l'influence de Nintendo dans ce domaine-là, elle est quand même particulièrement importante. On peut parler de Kawashima, Brain Training, le futur programme Quality of Life, même l'application 3DS pour le guide du Louvre. Voilà, est-ce que des grosses entités comme Nintendo, Apple ou d'une certaine façon l'école 42 Ubisoft aussi, bah oui, complètement Ubisoft. Quel rôle ces entités-là peuvent jouer au niveau de l'éducation dans l'industrie du jeu vidéo? Je vais te donner vite fait un exemple. Tu vois, en ce moment, il y a Square Enix qui s'investit pas mal dans l'éducation pour tout ce qui est au niveau des handicaps et tout ça. Tu vois, j'ai l'impression que ça c'est vraiment un axe d'éducation qui est un petit peu laissé de côté en général. Tu vois, heureusement qu'il y a quand même des institutions privées qui font des choses à ce niveau-là. Mais pour répondre à ta question, moi globalement, je trouve que les grandes entreprises, après c'est que mon avis, hein. Quand elles s'investissent en général, c'est plutôt pour une question d'image en général, même s'il y a Ubisoft a tenté d'ouvrir des écoles, malheureusement la plupart ont rapidement fermé, hein, je pense au Ubisoft Campus au Canada, c'est des tentatives qui sont louables, mais est-ce qu'elles arrivent à les pérenniser sur le temps? Ouais, j'ai quand même un doute à ce niveau-là, quoi. Idriss, je sais pas si t'as un avis sur cette question-là par exemple. Si, en fait, alors j'ai publié une vidéo, les nouveaux marchés d'Apple. Et pour m'intéresser spécifiquement à cette question, parce qu'en fait le marché de l'éducation c'est 1,3 trillion de dollars annuels. Donc c'est pas rien. Et ça fait saliver. Voilà, et il est pas structuré. Se frottent les mains. Non mais c'est un marché qui est pas structuré. Et en même temps, donc il y a pas de leader. Ouais. Il y a les grandes facs, etc., mais elles sont de plus en plus dépassées. Et puis, de toute façon, elles représentent vraiment même Harvard, même tout le University of California System, donc Berkeley, UCLA, UCSF réunis, ça, c'est que dalle par rapport aux besoins d'éducation du monde. Et il va falloir des solutions scalables, quoi qu'on veuille. Et on pourra pas mettre un professeur partout. Il va falloir, sauf comme le font les Chinois pour le kung-fu, où on met un maître et puis 5000 élèves en face qui drillent ce que fait le maître. Ça, c'est une technique qui peut être envisageable, et avec les cours en ligne, c'est un peu ça qu'on est en train d'obtenir avec les MOOC. Mais quoi qu'il en soit, les demandes mondiales pour les infrastructures éducatives vont faire qu'augmenter, et l'offre aujourd'hui n'est pas au niveau. Donc, on a Apple qui est en train d'investir dans Apple Arcade, et c'est pas du tout un hasard, puisque Apple, ils sont bien conscients du fait que les parents veulent une meilleure nutrition intellectuelle pour leurs enfants, et que les parents qui ont déjà un produit Apple, ils vont vouloir que leurs enfants aient des jeux nutritifs.
Et pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, mais donc là, tu as une fracture immédiate. Là tu as déjà soulevé un problème gigantesque. Fracture numérique, fracture de moyens. Et encore une fois, de toujours continuer à plus éduquer ceux qui en ont les moyens plutôt que d'éduquer la masse. Donc tu parles d'éduquer la masse. En même temps, tu es en train d'éduquer finalement le 1% ou les 10% des gens qui ont les moyens sur les 80% de la planète. Alors, pas forcément. Ouais, c'est comme Adi avec la micro-informatique à l'époque. Voilà, mais même pas forcément, puisqu'en réalité aujourd'hui la pénétration du smartphone, même en Afrique, est extraordinaire. Aujourd'hui, avec un Raspberry Pi, tu peux faire une petite PlayStation sans aucun problème. Et en réalité, même si Apple n'a pas pénétré justement en Inde et en Afrique, les deux grands échecs d'Apple, c'est l'Inde et l'Afrique. D'ailleurs, si j'étais consultant pour eux, la première chose que je leur dirais, ce serait d'accepter l'idée de sortir un téléphone sous Ubuntu en partenariat avec Canonical, mais sous leur marque pour qu'ils pénètrent le marché pour les futures classes moyennes, mais voilà, Ubuntu quand même. Et je sais qu'ils y réfléchissent, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, quoi qu'il en soit, un Apple TV... c'est très facile à refaire. Avec un Raspberry Pi, on refait un Apple TV demain. Donc une fois que ce genre de truc existe, après faire des versions bootleg ou des copycats, ça serait très très simple. Et la pénétration de l'iPhone en fait a fait du bien au monde entier puisque il y a eu plein de nouveaux fabricants de smartphones et qu'aujourd'hui en Afrique ils ont tous des Huawei. Mais au contraire, donc si c'est scalable, c'est pas pour les riches. C'est là que je voulais en venir. Ce qui est pour les riches, c'est l'attention humaine. Recevoir de l'attention humaine, aller dans des écoles Montessori très sélectes dans la Silicon Valley, ça coûte $40,000 par an et par élève. Et c'est l'attention humaine qui coûte cher. Mais un logiciel scalable qui serait meilleur que l'attention humaine, ça bouleverserait les cartes dans le monde éducatif, c'est certain. Ouais, complètement. Oui, d'accord, mais alors quelle géopolitique va vouloir... Oui, mais quelle géopolitique, ça c'est bien dans la théorie, quelle géopolitique, à quel moment un quelconque gouvernement, notamment les États-Unis par exemple, si on prend l'Amérique du Sud et sa fameuse doctrine Monroe, à quel moment est-ce qu'ils vont vouloir laisser pénétrer des choses qui soient aussi efficaces que leur système ? Jamais. En aucun cas, mais c'est pas les États qui ont fait le smartphone. Bah oui. C'est pas l'iPhone a pénétré. Aujourd'hui, on a tous dans la poche les capacités de calcul de la NASA en 69. Si on avait fait une commission d'études prospectives aux États-Unis, par exemple, une commission du Pentagone, pour essayer d'empêcher ça, on n'y serait pas parvenu. Aujourd'hui, tout le monde a les capacités de calcul du plus gros guideur de missiles au monde, fin des années 60, début 70. Le moindre smartphone a plus de capacités de calcul que la NORAD et la NASA réunies. Et donc, à une époque où on était en pleine guerre froide et où ces deux entités, la NORAD et la NASA, avaient des capacités de guidage missiles les plus dingues au monde. Aujourd'hui, avec les drones, n'importe qui peut fabriquer une bombe et la mettre sur un drone. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'au Maroc, il faut déclarer ces drones. Parce que, vous prenez, pour rester dans le monde du jeu vidéo, John Carmack, qui est un peu une légende du monde du jeu vidéo, qui est un des co-créateurs de Doom. Chez id Software. Et John Carmack, à 14 ans, il a été au poste de police parce qu'il faisait de la thermite avec de la vaseline pour aller piquer des Apple II. Pour aller piquer des Apple II, il entrait par effraction dans des fenêtres blindées, des putains de fenêtres blindées, double vitrage et blindées, où il arrivait à faire sauter le cadre avec de la thermite et de la vaseline. Faire de la thermite, c'est super simple, hein. C'est moitié rouille, moitié aluminium en poudre et un peu de magnésium pour faire le détonateur. Je vous ai donné la recette de la thermite. Vous mettez ça dans de la vaseline et vous avez de la thermite flexible que vous pouvez coller sur ce que vous voulez et ça brûle à plusieurs milliers de degrés. Donc on peut le faire. Le roman national de John Carmack, c'est... Personne ne peut l'empêcher, ça. Donc, aujourd'hui, si jamais demain les Américains, avec la doctrine Monroe, qui est une doctrine évidemment odieuse, mais surtout au-delà de ça, qui est une doctrine hard, c'est-à-dire que la doctrine Monroe, elle ne marche que si vous avez la capacité de contraindre physiquement un pays. Bon, la doctrine Monroe, elle peut pas vous empêcher. Voilà, mais elle peut pas vous empêcher de déployer. Elle peut pas empêcher de déployer une blockchain. Non, mais par contre, elle peut pas non plus empêcher la Chine de brider absolument tout ce qu'ils veulent et de donner uniquement ce qu'ils ont envie à leur population. Donc, si les États-Unis, via les dictateurs qu'ils arrivent à mettre en place à droite à gauche dans l'Amérique du Sud et la Russie dans son propre bloc et l'Afrique, enfin bon, avec tous les enjeux géopolitiques qui existent, je vois pas du tout à quel moment est-ce qu'ils arriveraient à ne pas bloquer tout ça. Et ce qui fait que ce qu'on arriverait à casser, ça serait Aujourd'hui en Chine, c'est très facile d'avoir accès. Mais c'est une minorité.
Oui, mais attends, tu parles de 80 000 personnes sur 1,5 milliard, c'est ça ? Non, c'est pas 80 000. On estime que c'est racine carrée de la population chinoise qui a accès à un VPN. D'accord. C'est énorme hein, pour une capacité de changement social, parce qu'on estime aussi qu'en fait, il suffit de racine carrée d'un réseau pour provoquer un changement total, enfin un changement de Pareto, techniquement 80%, pour obtenir 80% du réseau qui bascule dans son comportement. Okay. Il suffit d'avoir racine carrée du réseau. C'est ce qui est pas rien du tout. Et ça inquiète énormément les Chinois au passage. D'ailleurs, il y a tout un mouvement de contestation où il y a l'image d'un lama qui se diffuse en Chine, et cette image d'un lama, elle représente un animal fictif qui est le cheval d'herbe et de boue. Et le cheval d'herbe et de boue, c'est un jeu de mots pour dire nique ta mère en chinois, parce que ça se dit en chinois cheval d'herbe et de boue, ça se dit Cao Nima, et Cao Nima, si on change les accents, ça veut dire nique ta mère. Donc, et les accents changent le bon. Et ce cheval, en fait, Chine, donc il est logiciel. Le message est clair. Et c'est utilisé pour rallier toute la population de contestation en Chine, cette image de lama. Et à chaque fois qu'une image de lama est détectée par les IA, etc., ils en trouvent une autre modifiée qui fait qu'en fait, bon. Mais dans le cas de l'Amérique du Sud, il faut juste savoir, sur le plan géopolitique, elle est balkanisée, et ça signifie que pour avoir une doctrine Monroe intellectuelle, il faut avoir 10 chefs d'État à la fois. Alors qu'en Chine, c'est un seul chef d'État, c'est un seul pouvoir. Ouais. L'Amérique du Sud est balkanisée, pour avoir une doctrine Monroe intellectuelle, c'est 10 chefs d'État. Donc c'est beaucoup plus dur, c'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus dur. Et en Afrique, c'est encore plus, puisque l'Afrique est encore plus balkanisée, c'est un des continents les plus balkanisés au monde. Donc en réalité, bon, pour pas rentrer dans des détails géopolitiques trop pointus, aujourd'hui, on peut au contraire déployer des solutions d'éducation très scalables. J'en sais quelque chose, j'alphabétise des femmes en Afrique depuis 10 ans. Et on a alphabétisé 260 familles autour de la culture du moringa. Mais en déployant des petits Raspberry Pi qui auraient la capacité d'un Apple TV, qui aurait d'une génération avant, quoi. En gros, une génération de retard, mais c'est rien. On pourrait déployer des jeux éducatifs très bien pensés, un Raspberry Pi, un projecteur et des manettes à la con, et on peut se retrouver avec une capacité d'alphabétiser et d'apprendre à peu près n'importe quoi, n'importe où. Avec les bons jeux, bien dimensionnés. Ouais. En mettant les jeux open source, bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors là, on est d'accord, sans propriété intellectuelle. J'aimerais bien rebondir sur ce que tu dis justement, Idriss, parce que sur la capacité à apprendre avec les jeux vidéo, qui est le thème de l'émission, parce qu'on voit également que, par exemple, tu parlais de la Silicon Valley tout à l'heure, et que certaines personnes, certains pontes de la Silicon Valley, de Google, Apple, Facebook et tout cela qui sont au cœur du numérique, choisissent finalement d'inscrire leurs enfants dans, par exemple, la Waldorf School of Peninsula, qui est une école complètement déconnectée, justement, avec des tableaux noirs, des papiers, stylos. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça ? On sait que Steve Jobs voulait pas que ses enfants aient des tablettes. Exactement. Et en réalité, c'est vraiment qui tout double ce genre de choses. Ça peut te rendre très spécial. En fait, c'est comme le Bhoutan. Le Bhoutan a eu une stratégie de déconnexion maximale. On n'entre pas n'importe comment, etc. Si et seulement si ça concentre les élèves sur leur sagesse, sur la méditation, sur leur capacité à voir leur cerveau au travail, à voir leur esprit au travail, enfin l'introspection et la méditation comme le pratiquent les bouddhistes, etc. Ça peut sortir des élèves d'exception qui, face à des ordinateurs et tout, n'auront aucun problème, vont se balader, etc. Donc c'est vraiment du qui tout double. C'est-à-dire que une école comme celle-là peut marcher si vraiment elle a un niveau d'exigence philosophique et spirituelle très élevé. Si elle l'a pas, pour l'élite. Ouais, pour l'élite, ça peut être, on peut prendre n'importe qui, mais... n'importe qui peut atteindre un niveau spirituel élevé. D'après toutes les grandes écoles de spiritualité au monde disent que n'importe qui peut atteindre un niveau spirituel élevé. Mais s'il y a pas ça, si c'est juste pour essayer d'être compétitif face à une école matérialiste classique, alors là, je le recommanderais évidemment pas, parce que l'école doit préparer à la société et que les jeux vidéo font partie de la société. Finalement, ce serait une sorte de mix. Il y a une question qu'on voulait vous poser par rapport à ce dont on est déjà en train de parler. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir l'avis d'Eric sur la question, parce que on l'entend plus beaucoup. C'est est-ce que l'éducation peut être un business ? Est-ce que on doit faire payer l'éducation même à travers un produit ludique ou un jeu ? Et quel rôle l'État d'un pays peut avoir à ce niveau-là ?
Moi, je suis un peu inquiet quand même en vous écoutant, c'est-à-dire qu'on a vu justement lors de cette crise qu'il y a des domaines qui sont comment on appelle ça, ces domaines comme la santé, l'éducation, qui devraient être sacralisés, c'est-à-dire qu'on a vu on en a parlé tout à l'heure, le poids des labos, des lobbies dans des domaines qui devraient être séparés de ces pressions, quoi. Donc sur l'éducation, c'est pareil. Moi, les GAFA me font peur. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ouais. Il y a des solutions alternatives. On a la chance en France d'avoir parmi les meilleures formations, notamment j'ai parlé de l'école 42 en programmation, on a des très bonnes écoles, on a des très bonnes formations de jeux vidéo, on a des très bonnes formations de 3D, donc on a des atouts pour développer des programmes. Donc il faudrait là aussi mettre des moyens pour essayer de sortir de systèmes qui nous enferment dans des... Justement, quand on met le doigt, on le sait bien, dans le système Apple, on est dans des écosystèmes complètement emprisonnants. Et quand aujourd'hui on voit la force d'Amazon, de Google dans énormément de domaines, et qu'on commence à voir que les données sont utilisées d'un domaine à l'autre, ça fout les jetons. Donc, bah oui, mais le problème, c'est après 30 ans de libéral depuis Mitterrand, à quoi tu t'attends dans le domaine de l'éducation, puisqu'on ne fait que justement faire en sorte que la gestion soit mauvaise, de façon à dire, vous voyez, ça ne marche pas, il faut le passer sur le privé. Donc on a fait ça avec Areva pour les autoroutes, pour le nucléaire, pour absolument tout ce qu'on a payé en public, on le passe au privé en disant, oh regardez, on a saboté notre propre truc, et derrière, ça marche pas, passons-le au privé. Donc en même temps, faut pas que t'attendre non plus à ce qu'aujourd'hui les solutions qui sont avancées par la plupart des gens soient autre chose que du libéralisme pur et dur. Oui, mais en fait, par rapport au monde de l'éducation, on a quand même une éducation qu'on appelle nationale, l'éducation républicaine. Il y a forcément des sociétés privées qui vendent des programmes. Ça me gêne pas à partir du moment où je l'ai fait d'ailleurs, j'ai travaillé à certains moments, je vous ai cité Disney en complément de certains programmes. En revanche, c'est le monopole qui me gêne quand on a ces sociétés qui sont devenues quasiment des États à part entière, qui ont un poids énorme au niveau des instances internationales. Ça fait peur, et donc du coup, je pense il y a des solutions qui peuvent être amenées par des sociétés privées, il y a des programmes qui peuvent être complémentaires. On peut même utiliser dans les classes des jeux qui existent. Moi, des profs me disaient qu'ils utilisaient les oncles Ernest en classe. J'en étais ravi. Voilà. Tu m'étonnes. Après, ça ne faisait pas gagner plus d'argent, mais au moins j'étais ravi et souvent d'ailleurs les profs racontaient qui s'en servaient pour les enfants qui étaient un peu sortis déscolarisés, quoi. Ils s'en servaient aussi comme outil d'apprentissage de la langue française pour les élèves qui arrivaient et qui avaient très peu de rudiments de la langue française. Donc ils jouaient, et en jouant ils apprenaient la langue. J'avais jamais fait ce jeu pour cette raison, quoi. C'est étonnant. Oui, puis combien de joueurs ont appris en autodidacte l'anglais grâce aux jeux vidéo en général aussi, tu vois, totalement. C'est pas. Mais moi, je veux rebondir sur ce que tu disais justement sur le fait que tu avais des craintes par rapport au fait que justement on délègue l'éducation à des sociétés privées. Mais si la révolution de l'éducation vient, tu vois, des sociétés privées, à quel moment on pourrait les blâmer pour ça? Alors oui, effectivement, il y a des intérêts financiers derrière. Oui, normalement, ça devrait être l'État qui devrait être en charge de ça et être, donner le là, tu vois, à une révolution, on va dire, de l'éducation. Mais si le système est comme il est et n'avance pas, et si tu veux, il est niqué de l'intérieur, et que d'autres, on va dire pas des prestataires, mais en tout cas des intervenants du privé peuvent apporter quelque chose. Là, on voit récemment SpaceX qui envoie des fusées, tu vois, je veux dire, alors que c'est une société privée, quoi, tu vois. Donc, moi, je veux pas qu'on tire à boulet rouge non plus sur les sociétés privées, tout ça pour mettre au pinacle le public, quoi. Attends, mais non, c'est pas ça, c'est que c'est à nous de faire société. C'est pas aux sociétés privées de dire, ah, bah, du coup, comme le public a délaissé sa place dans sa société, sa place politique. À nous, c'est qui nous? Non, mais c'est qui nous, tu vois?
Nous, le peuple ou l'État? Nous en tant que... non, mais l'État, on est dans une démocratie représentative, ce n'est pas nous le peuple. Ça l'a jamais été, même les gens qui ont créé Enfin bon, on va pas rentrer dans les cours d'histoire non plus, mais bref, c'est en rien une démocratie directe, et c'est entre autres pour ça, justement, que ces craintes et cette apolitisation voulue et justement institutionnalisée, on parle d'uniformisation de l'éducation, je suis désolé, mais l'apolitisme globalisé, ça reste une uniformisation de l'éducation qui nous amène vers ce biais, justement, on s'est saboté de l'intérieur, maintenant laissons le faire le privé. Après, je pense que l'État devrait aussi s'associer, tu vois, avec du privé. Mais il le fait. Ouais, Il le fait quand ça. Si, bien sûr que si. Toute l'éducation sur la nourriture est faite par le lobby du sucre. Excuse-moi, c'est 100% privé. Et ils sont en train de faire pareil avec plein d'autres domaines. Alors, je sais pas si vous voulez mon opinion là-dessus. Oui. Ah, si. Bien sûr, Idriss. Vas-y, Idriss. Au contraire. Il y a un antidote qui est connu à toutes ces dérives dans les deux sens, hein, dérive de l'État et dérive du privé. Et cet antidote, c'est le théorème d'Abraham Lincoln, qui est la dernière phrase de son discours de Gettysburg, à savoir un gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Mais c'est pas seulement pour le gouvernement que ça s'applique, ça peut être pour l'éducation, une éducation du peuple par le peuple pour le peuple. En France, il y a eu les universités populaires, qui étaient déjà une très très bonne initiative. Étienne Chouard, d'un autre côté, a fait les ateliers constituants, qui sont des formes d'universités populaires pour politiser le peuple et faire une éducation du peuple par le peuple pour le peuple. En général, ces initiatives sont très mal vues par l'État, aussi bien d'ailleurs que par le privé, dans les deux cas, puisqu'elles se placent entre les deux. Theodore Roosevelt avait essayé de trouver une solution aussi en appliquant le Sherman Antitrust Act, qui n'est plus appliqué aujourd'hui, mais une des solutions quand le privé prend trop de pouvoir, c'est tout simplement les lois antitrust, qui ont été appliquées contre Bill Gates et qui ont été une de ces raisons d'arrêter Encarta notamment. Alors Encarta aussi parce que à l'époque ils voyaient pas encore que ça marchait pas, hein. Il y avait quand même énormément d'investissements, mais une de ces raisons aussi d'arrêter, ça a été l'affaire antitrust, et Microsoft a failli être démantelé. On est passé à deux doigts. Et aujourd'hui ils se posent la question de démanteler Facebook, de démanteler Google. Mais la raison qui les en empêche, c'est la concurrence internationale. Politiquement, je parle, évidemment, il y a d'autres raisons. Mais politiquement, ils se disent, on va pas offrir aux Chinois la casse de notre propre fleuron qui est Google, etc. Mais une éducation du peuple par le peuple pour le peuple, c'est tout à fait possible. La seule chose qui nous en empêche, elle est culturelle. Mais sur le plan technologique, on a aujourd'hui des technologies de tiers de confiance qui s'appellent les blockchains et qui permettent à un groupe de créer un tiers de confiance sans passer par une personne physique ou morale qui va devenir puissante parce qu'elle est un tiers de confiance. Alors c'est le cas de Google, c'est le cas de Facebook, c'est le cas de Wikipédia, c'est le cas de tous les tiers de confiance aujourd'hui qui prennent un pouvoir énorme parce qu'ils sont tiers de confiance, Airbnb aussi, etc. La blockchain permet de les dépasser et permet de créer des systèmes qui sont lincolniens, qui sont du peuple par le peuple pour le peuple. Et l'avenir, le seul problème aujourd'hui, c'est que les blockchains ne sont pas assez rapides. On n'a pas de système aujourd'hui qui nous permet de créer de grands réseaux lincolniens pour des services courants. Sachant que le Bitcoin n'est pas un service courant. Dépenser un Bitcoin, c'est quand même une aventure. Mais avoir un service courant qui serait public, qui serait un service d'éducation publique, qui peut mettre un service de santé pour des consultations en ligne, avoir des services courants qui soient lincolniens, les blockchains peuvent nous offrir cet horizon-là. Et même dans le développement de jeux éducatifs, puisqu'on en revient à l'idée d'avoir des Raspberry Pi, d'avoir des systèmes... Moi, ça a été ma grande erreur pour le logiciel créage que je voulais faire. À l'époque, la techno n'existait pas en open source. Il fallait Unity, tu pouvais pas faire le niveau que j'exigeais, t'avais pas la techno n'existait pas. Aujourd'hui, avec Godot, elle existe. Bon, mais il y a très très peu de gens qui codent en Godot. Je veux dire, si vous en connaissez, bon. Mais ok. Malheureusement non. Non, mais why not? Mais parce que moi, faire créage en Godot, ce serait mon rêve absolu. Faire un créage qui serait Godot MBD dans la structure de Brave, ça me ferait bander irrésistiblement. Mais pour l'instant, j'ai personne qui peut coder ça. Et ça a été mon grand problème. Mais donc, voilà, pour résumer, je vais pas accaparer l'antenne, mais pour résumer sur ce problème-là, voilà, la blockchain d'une part, et l'autre point sur lequel je voulais conclure, c'est un principe qui existe dans la démocratie suisse et qui n'existe absolument pas dans la démocratie française, qui s'appelle le principe de subsidiarité.
Et le principe de subsidiarité, il est constitutionnel en Suisse, ça veut dire que c'est la plus haute loi possible, et il déclare que l'action publique doit toujours partir du plus petit chaînon capable de résoudre le problème lui-même. Et c'est un principe très puissant qui fait que si Céline Alvarez, par exemple, avait fait ses bricolages en Suisse, oui, elle aurait été défendue par la Constitution, parce qu'on aurait reconnu constitutionnellement qu'elle a résolu un problème, à savoir l'illettrisme et la numératie, c'est comme ça qu'on appelle ça, le fait de ne pas savoir compter, chez les enfants en ZEP, et elle était le plus petit fonctionnaire capable de résoudre le problème elle-même, et qu'elle l'a fait. Et que sa hiérarchie ne peut donc pas lui dire qu'elle a pris une mauvaise initiative, puisqu'elle a résolu un problème manifeste, et que la Constitution lui donne la priorité en tant que plus petit fonctionnaire. Et ça, c'est très puissant, le principe de subsidiarité, dans plein de situations, y compris donc pour l'éducation comme service public. Le principe de subsidiarité, pour la santé comme service public aussi, peut nous amener à court-circuiter l'État pour résoudre des problèmes, et c'est pour ça que la démocratie suisse fonctionne aussi bien. Mais c'est sûr que si c'est Franck Lepage l'alternative ou Apple, bon bah c'est sûr que je te vote un Franck Lepage, mais je suis pas convaincu qu'aujourd'hui on en soit malheureusement justement sur ces paradigmes, parce que bah comme la bourgeoisie a mis beaucoup de temps à s'imposer à la féodalité, il faudra sans doute, effectivement, ce sera pas une révolution du jour au lendemain ni un grand soir, on s'entend bien, oui. Et on pourra pas se passer des entreprises. Moi, je suis étonné que les Américains Vas-y, Eric. se soient pas davantage intéressés aux jeux vidéo comme une arme de soft power, en fait. Ah bah quand même. Hollywood s'y est intéressé. Parce que tu vois que les Call of Duty sont totalement pro-américains. Ça commence. Et que je crois que ça tu n'as pas vu un jeu vidéo où les Américains sont des méchants. Oui, tout à fait. Non, mais bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on sait bien que le modèle américain s'est construit dans l'imaginaire du mondial à partir du cinéma hollywoodien. C'était vraiment, il y a même moi j'ai un copain qui est critique de cinéma qui m'a dit il y a des actes juridiques qui prouvent quand les studios sont nés dans les années 1910 qu'il y avait une collusion entre le pouvoir politique et une espèce de programme pour... Ah mais totalement. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, tu as eu des films de propagande. Casablanca était un film de propagande, c'est un très bon film. Why We Fight de Frank Capra. Et là, on sait que la CIA a eu des contacts profonds avec les studios, même d'ailleurs pour le développement des masques. Puisque quand tu as Voilà. Pardon, je voulais pas te couper. Et donc, si tu veux, aujourd'hui, les GAFA vont jouer un peu le même rôle d'une manière différente, mais quand ils vont se rendre compte aussi du pouvoir du jeu vidéo, moi j'ai toujours dit le jeu vidéo a un pouvoir d'engagement, de transformation des esprits qui peut être redoutable. Donc quand ils vont comprendre ça, je serais pas étonné. Alors tu dis qu'ils le font, effectivement ils le font. Il y a eu aussi, moi j'ai participé à un moment au niveau politique à des débats sur le crédit d'impôt, les aides du CNC au niveau de l'industrie du jeu vidéo. Et Yves Guillemot disait que justement aux États-Unis, ils le font sous un autre angle, puisque il y a des crédits dans certains États et même des synergies entre des programmes de R&D militaires, notamment sur tout ce qui est tir, simulation de tir, etc., qui servent à l'industrie du jeu vidéo. Donc on voit bien qu'il y a quand même des enjeux autour de ça qui on déborde du domaine de l'éducation, mais à mon sens, je pense qu'on verra arriver dans quelques années se créer des jeux qui auront cette ambition, comme le cinéma l'a eu il y a un siècle. Bah après, si Amazon aujourd'hui, et j'ai envie de te dire presque heureusement, se vautre avec son jeu, ils ont mis 5 ans à le développer, je pense quand même que c'est dans cette optique, c'est de se dire, si on arrive à devenir un acteur majeur, on peut justement ensuite mettre ce qu'on veut dedans. Influencer. Mais il faut d'abord faire sa place. Mais heureusement qu'ils se vautrent. On parlait des États-Unis par exemple, est-ce que pour vous un socle culturel lié à un pays peut influencer une idéologie éducationnelle ? Alors, c'est un débat que moi j'ai eu souvent avec des jeunes game designers, parce que moi je suis, on va dire, un dinosaure du jeu vidéo. Et moi j'ai toujours revendiqué une espèce d'identité, c'est peut-être de la nostalgie parce que je viens des arts plastiques, donc on a en Europe toute une éducation artistique qui est finalement dans nos gènes, parce que en Europe on a eu Léonard de Vinci, Michel-Ange, des peintres extraordinaires, et il y a toute une culture, une littérature aussi
des personnages très 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 forts, avec des notions de psychologie, des grands philosophes, etc. Donc ce qu'on appelle les humanités. Et en fait, je pense qu'il y a eu, en tout cas moi dans mes influences, il y a des influences cinéma, mais aussi des influences picturales, des influences. Et j'ai toujours revendiqué cette différence par rapport aux Américains. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand Disney est venu nous chercher pour faire le livre de la jungle pour les gamins européens, ils sont venus nous chercher parce que les Américains n'arrivaient pas à faire les graphismes qui plaisaient aux Européens. Donc, ils sont venus chercher un studio français. Et, okay. et donc, je sais plus, j'ai perdu le... on parlait du socle culturel lié à un pays, et est-ce que ça peut influencer une idéologie? Pardon. En fait, les jeunes game designers me disent non, moi je suis pas d'accord avec toi, moi je suis dans la pop culture, je peux discuter avec un Australien, un Américain, et même un Chinois, parce qu'on a les mêmes références qui sont les Star Wars, les mêmes jeux, voilà, la pop culture. Je trouve ça un peu dommage, mais je comprends aussi que cette notion-là peut aussi unir d'une certaine façon des cultures qui pourraient se combattre, ou en tout cas se tirer la bourre sur d'autres sujets. Bah oui, mais parce qu'en plus de ça, tu vois, la question a porté, je pense, tu faisais référence à des sociétés comme Nintendo et Apple, qui l'une une société japonaise et l'autre une entreprise américaine. Ouais, par exemple. Si elles venaient à l'avenir à justement avoir la main mise sur le commerce de l'éducation et essayer de transmettre l'éducation à travers leur prisme culturel, c'est-à-dire le prisme culturel japonais et américain, l'éducation n'est pas universelle, c'est-à-dire qu'on n'enseigne pas l'histoire de France dans notre pays, ou en tout cas pas de la même manière qu'en France. Puis même, on n'est pas confucianiste comme des Chinois. Oui, or, mais leur socle éducationnel est basé là-dessus, et si on l'amenait chez nous, ça serait sans doute mal vu pour l'instant. C'est pour ça que je dis que c'est pas universel, tu vois, l'éducation n'est pas universelle, et j'ai du mal à imaginer comment des entreprises comme Nintendo pourraient justement trouver une solution dite universelle pour arriver à trouver un modèle d'éducation, quoi, pour qui s'adapte à tous les pays. C'est impossible. Le socle culturel est trop fort, quoi. Ça demanderait un travail considérable. Il y a quand même beaucoup de gamins qui ont été baignés par les films de Miyazaki, les jeux de Nintendo. Ouais, mais c'est de la pop culture, c'est pas l'histoire même, tu vois. Ni de l'éducation à proprement parler. Je pense que quand même il y a profondément, c'est ça qui est extraordinaire d'ailleurs chez quelqu'un comme Miyazaki, c'est qu'il y a à la fois quelque chose qui traverse les frontières, qui est totalement universel, et en même temps quelque chose de typiquement japonais. De très lié au pays, ouais, clairement. Et il est très très politique dans ce qu'il fait. Hein. Voilà, et moi je revendique ça. Je dis, il y a, quand on prend des références dans le cinéma, je sais pas, des cinéastes comme Rossellini en Italie qui sont universels, Hitchcock qui est typiquement anglais ou américain parce qu'il a fait une grande partie de sa carrière là-bas, et donc du coup on a, moi ce qui m'intéresse, c'est les gens qui arrivent à creuser ce qui fait leur identité profonde, presque spirituelle, et en même temps arrivent à dépasser les frontières, parce que on a des thématiques qui sont traitées, qui sont totalement universelles. Le thème de l'amour, le thème de la relation parent-enfant, le thème de la relation entre l'homme et la nature, enfin voilà, c'est tous ces thèmes. Oui, bien sûr, mais après là ça relève plus de comment dire, d'un aspect plus artistique que de l'œuvre de fiction. C'est ça. C'est-à-dire que moi non, c'est l'éducation non, c'est de l'éducation. Tu peux pas dire que la manière dont tu penses l'amour, de la manière dont tu penses la relation à l'autre, la manière dont tu réfléchis le monde ne soit pas de l'éducation. C'est impossible. Oui, mais moi je parle de l'éducation. C'est que t'as pas d'enfant. Mais je parle de oui, mais ça m'empêche pas d'avoir de l'empathie, je te remercie. Non, mais je dis ça déconnant. Moi, ça m'a toujours sidéré les jeux de Genova Shen. C'est un type qui est d'origine chinoise, qui a grandi aux États-Unis. On peut dire qu'il est américain. Mais quand même, quand tu regardes ces jeux, il y a un truc qui est très oriental dans ces jeux. Je trouve ça assez étonnant. Et quand tu regardes les jeux de Ueda, ils sont typiquement japonais aussi. Et pourtant, ils me touchent, moi qui suis français, ou ils vont toucher des gens qui sont aux États-Unis ou ailleurs. Même des Suda 51. Hein. Pardon ? Des Suda 51 qui ont la version japonaise finalement des États-Unis en fait. C'est leur fantasme, leur vision fantasmée de ce que peut être un jeu américain ou quoi. C'est très intéressant. Donc quand en fait le terme pop culture, je trouve qu'il veut tout et rien dire. Ça, en fait, pop culture, bon ok, depuis les années 60, 70,
tout ce qui est sorti, c'est la pop culture. Ok, mais il y a quand même des différences énormes entre des créateurs japonais, américains, européens, même des différences entre des Italiens, des Allemands. On voit même, moi, mes jeux, il y a des jeux, le même jeu, qui ont cartonné en Espagne ou en Grèce et qui ont pas marché en Allemagne, et inversement. Ouais, mais là, enfin, je veux dire, il y a une différence entre inculquer des valeurs et éduquer, tu vois. C'est-à-dire que inculquer des valeurs comme l'amitié, enfin, ce genre de bons sentiments, hein, attention, c'est pas péjoratif quand je dis bons sentiments, c'est autre chose que d'instruire, quoi. Pour moi, il y a quand même une frontière entre les deux. Et ben, c'est peut-être le nœud du problème, c'est que je trouve, et je pense que Idriss sera peut-être d'accord avec moi, que l'éducation telle qu'on l'entend aujourd'hui est trop portée sur des savoir-faire et pas assez sur les savoir-être. Il parlait tout à l'heure de méditation, moi je parlais d'apprendre des postures, le fait de pouvoir organiser sa vie, devenir indépendant, de pouvoir savoir coder. Ouais, mais ça veut dire c'est défaire un modèle en place, mais est-ce que des sociétés comme Nintendo et Apple, c'est eux qui vont défaire ce socle qui est déjà installé, tu vois? J'ai quand même un doute. Il y a une question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est toutes ces valeurs éducatives, que ça soit principalement à travers le jeu vidéo, comment ça peut être mis concrètement en place dans des écoles? Parce que, comme tu le dis, Naja, en étant réaliste, comment est-ce que, par exemple, un professeur, il peut cadrer une salle de classe avec des sessions de jeux courtes et du matériel comme des consoles de jeux vidéo? Alors là, je ramène ça au sujet du jeu vidéo parce que c'est le sujet, mais... Bah attends, parce que moi j'ai du mal à imaginer Mathieu dans 5 ans ou dans 10 ans aller à Carrefour et quand il va faire la liste des courses pour les affaires de rentrée acheter une DualShock, tu vois. On est encore ça reste c'est surréaliste, tu vois. moi si je vois ce qui m'a formé en tant qu'artiste mais aussi en tant qu'être humain, c'est beaucoup plus les œuvres d'art, le cinéma, la littérature, et puis plus récemment les jeux vidéo que finalement beaucoup d'autres choses soi-disant plus éducatives. Il faut pas nier la force justement et je sais plus, tout à l'heure quelqu'un disait les matières secondaires, les arts plastiques, la musique, etc. C'est fondateur de l'être humain. C'est ce qui nous différencie d'ailleurs des animaux. C'est vraiment le fait d'avoir de toucher à des questions aussi à travers l'art, de spiritualité, des questions philosophiques. Enfin voilà, je trouve que les œuvres d'art font partie pour moi de l'éducation peut-être à un niveau plus important que certaines autres matières. Bah, tu citais Miyazaki tout à l'heure. Est-ce que tu penses qu'un jour, je veux dire, on étudierait plutôt, je sais pas, plutôt qu'étudier, on parlait de Candide aussi, plutôt que Candide, est-ce qu'un jour on aurait le tombeau des Lucioles, tu vois, à étudier? Est-ce que toi tu penses que ce genre d'œuvre pourrait pénétrer, on va dire, c'est déjà le cas. Ah bon? Je suis tombé sur des podcasts de philosophes, je crois que c'est sur France Culture, vous retrouvez ça facilement, qui étudient, à partir des films de Miyazaki, qui abordent des thématiques philosophiques. Donc voilà, je pense que c'est déjà le cas, et je serais pas étonné que des profs, à partir de certains films de Miyazaki, abordent certaines thématiques en classe de français ou d'histoire ou je ne sais quoi. C'est tout à fait possible. Tu sais, aujourd'hui à l'école, on inculque quand même aux enfants le tri sélectif, etc. Si tu as envie de les sensibiliser, tu peux très bien justement prendre comme biais un de ces films, un des films de Miyazaki, et commencer par là pour venir ensuite inculquer aux enfants faire du tri parce qu'on recycle que 2% de ce qu'on trie, mais bon bref. Princesse Mononoke, c'est un super film écologique, donc qui explique, qui fait ressentir des choses beaucoup mieux que certaines explications. Il y a de très bonnes choses sur le communisme à étudier chez Miyazaki, notamment avec Porco Rosso et des choses comme ça. Ça va beaucoup plus loin que ce que c'est. Et sur la notion d'empathie, par exemple, je trouve que les jeux de Ueda, qui tournent tous autour de cette notion-là, pourraient être étudiés en classe, parce que ça parle de ça, et c'est une notion qui nous manque cruellement aujourd'hui. Ouais, mais tu vois, là, tu parles justement d'œuvres comme Ueda, on parle de Miyazaki, alors c'est très connu, hein, ça a une audience très forte, et ça a dépassé, on va dire, l'aspect niche pour lequel elle s'adressait à la base. Mais moi, je soulignais le fait que des grandes entreprises comme Nintendo, Ubisoft et Apple
la pénétration justement dans le milieu éducatif, parce que là c'est bien beau de citer ces œuvres-là qui sont exceptionnelles, hein, j'entends bien, on parlait de Tombeau des Lucioles, des œuvres de Ghibli, mais concrètement, qu'est-ce qu'elles font ces entreprises-là? Idriss a abordé justement le cas de Apple, justement qui a fait des tentatives via l'Apple Arcade et ce genre de choses, mais finalement c'est tout ce que Nintendo et Ubisoft ont entrepris. L'éducation nationale, parce que moi je parle vraiment que de la France, hein, je regarde vraiment que le regard français, n'a jamais derrière tenté de pérenniser les choses qui ont été entamées par ces sociétés-là, quoi, ou en tout cas n'ont jamais tenté de pactiser ensemble. Finalement, c'est toujours des tentatives qui sont sur le côté, et la collusion entre le privé et le public, elle me semble quand même très ténue, quoi. Tant mieux. On peut quand même se poser la question de savoir pourquoi Apple, Amazon investissent des millions de dollars aujourd'hui dans le cinéma. C'est quand même aussi révélateur. Et je pense qu'à un moment, comme Amazon investira dans le jeu vidéo, parce qu'ils savent aussi que c'est là que se joue une partie de ce qui est important, c'est-à-dire, encore une fois, comment on arrive à éduquer, même si c'est pas forcément une éducation telle qu'on l'entend habituellement, mais à faire passer, comme je le disais, sur le rôle du cinéma au XXe siècle, à faire passer des idées, à faire passer, à sensibiliser, comme tu le disais, les jeunes sur certaines choses. Donc la guerre idéologique se joue beaucoup aussi là-dessus. On parlait du cinéma à l'instant. Pour revenir juste un petit peu aux jeux vidéo, et là je m'adresse en particulier à Idriss, mais bien sûr tout le monde peut y répondre. Alors je sais pas si vous êtes familier des travaux de Romain Vincent. C'est un enseignant en histoire-géographie au Collège de l'Europe à Chelles. Il est doctorant en sciences de l'éducation notamment, et en 2018 il a rédigé un mémoire super intéressant qui s'appelle « Jouer aux jeux vidéo pour changer l'école, l'expérience vidéoludique dans le système scolaire français ». En gros, pour lui, le jeu vidéo est davantage une porte d'entrée vers l'apprentissage à travers des jeux, justement on parlait d'Assassin's Creed, on peut parler de Total War, et qui donne envie de se renseigner sur des périodes ou des sujets abordés dans un jeu, mais plutôt qu'un véritable outil de pédagogie scolaire, sans pour autant exclure le fait que le gameplay c'est un apprentissage en soi. Pour lui, l'apprentissage, en gros, ça passe par des instants de non-jeu, essentiellement. Genre, vous êtes en train de jouer, et boum, vous avez une petite cinématique qui vous résume un pan de l'histoire qui est arrivé, mais c'est pas vous, en tant que joueur manette en main, qui en fait l'apprentissage. Donc, pour lui, la dimension de jeu et d'apprentissage sont souvent séparées, donc je vais un peu poser la question pied dans le plat. Est-ce qu'il n'y a pas des fois une volonté d'anoblir le jeu vidéo en lui prêtant des intentions éducatives auxquelles il peut jamais totalement répondre, en fait? Oui, je pense vraiment que le jeu est une technologie naturelle d'apprentissage, donc on peut pas vraiment l'anoblir de quelque manière que ce soit. En réalité, le jeu a été fait pour apprendre, et il y a plein de cas comme ça dans l'histoire, quoi, hein, de jeux qui étaient utilisés à des fins d'apprentissage dès le début. Le football américain était là pour entraîner les officiers à la cohésion, mais aussi à la tactique, en se disant que les officiers seraient trop des hommes d'action pour pouvoir apprendre la tactique dans des bouquins, donc il fallait leur apprendre les manœuvres de contournement avec un jeu réel. Et donc c'est intrinsèque au jeu, le fait de faire des hypothèses sur une action et d'en voir les conséquences. Après, voilà, il y a des jeux qui, comme ce sont des œuvres d'art ou comme ils essayent d'avoir une profondeur artistique plus grande, essaient de repousser la conséquentialité. Je pense à The Witcher. À The Witcher 3, on se rend compte dedans, parce que c'est un très bon RPG, que certaines de nos actions ont des conséquences plusieurs dizaines d'heures plus tard. Et que c'est comme ça. Mais nous apprendre la conséquentialité, c'est le cœur d'un jeu, de toute forme de jeu. Et en fait, la base de l'apprentissage vient de là, hein. Toute forme d'apprentissage est basée sur la conséquentialité. T'as fait un mauvais mouvement dans le piano, ça va pas sortir le son que tu voulais. Mais en même temps, peut-être que ça va sortir un son plus intéressant si tu veux faire du jazz ou travailler le contrepoint, etc. Donc la conséquentialité est la base de l'apprentissage d'une part, et le jeu vidéo, le jeu tout court, est la meilleure technologie que l'humain connaisse pour travailler la conséquentialité. Eric, si tu voulais rebondir là-dessus, sur la question originale, à savoir est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'anoblir le jeu vidéo en lui octroyant des intentions éducatives auxquelles qu'il peut jamais totalement accomplir. De la part de qui, en fait?
Ça peut être une conviction qui peut émaner à la fois de certains joueurs qui veulent défendre le jeu vidéo ou même de certains créateurs de jeux qui pourraient prêter au jeu vidéo cette volonté-là, alors que finalement ça peut des fois avoir beaucoup plus de mal dans les faits, on va dire, à se mettre en place ou à se vérifier. Je crois pas que beaucoup de joueurs, au contraire, sont plutôt agacés dès qu'on parle d'art, dès qu'on parle d'éducation à partir du jeu, ils disent moi je m'en fous, moi je veux jouer, voilà. Donc je crois pas que ça vienne de beaucoup des joueurs, des éditeurs non plus, parce que eux, il y a effectivement dans la nouvelle génération peut-être plus de game designers, de créateurs qui se posent des questions, comme je le disais tout à l'heure, de à quoi ça sert finalement, pourquoi je fais ce métier, et est-ce que je pourrais pas me servir de ce média pour partager des idées, pour essayer de m'en servir pour faire passer un message, voilà, ma vision du monde à travers un jeu, et certains le font superbement. Bien sûr. Voilà. Après, je pense que c'est comme tous les arts qui arrivent à un moment. On critiquait beaucoup le cinéma à l'époque où il est né, en disant c'est juste du théâtre. Enfin, d'abord c'est juste reproduire la réalité. Après c'est du théâtre filmé. Bon, c'est pas noble comme peut l'être le théâtre. Et puis finalement le cinéma, avec les grands artistes qui sont apparus, Chaplin, etc., est devenu un art à part entière. Et je crois que pour le jeu, c'est le cas. Enfin, aujourd'hui. C'est déjà le cas, je crois qu'il n'a pas besoin d'être défendu. Presque l'art le plus noble déjà. Alors, pour te parler de mon expérience, moi j'ai été bibliothécaire pendant 10 ans en région lyonnaise, ouais. Et il se trouve que je m'occupais d'un secteur jeux vidéo entre autres, en plus de la musique et du cinéma, et souvent... Moi, quand on a lancé cet espace jeux vidéo dans ma médiathèque, on était confronté au retour de pas mal de parents qui étaient fondamentalement contre, et pour qui seule la littérature presque avait sa place en médiathèque, alors que nous on était on était un service culturel, et t'as beaucoup de gens qui s'opposaient à ça en disant mais attendez, moi je passe suffisamment de temps à me battre à la maison pour que mes enfants décrochent de leurs écrans, vous on arrive à la médiathèque, qu'est-ce que vous leur proposez? Faites-leur jouer à des bons jeux, c'est tout. Arrêtez de leur faire jouer à des cochonneries. Bien sûr. D'ailleurs, ça justement c'est intéressant parce que dans ce métier-là on était à la fois confronté à l'éducation des enfants aux jeux vidéo, genre bah non ça c'est pas de ton âge machin, et plus basiquement qu'est-ce que le jeu vidéo pour des parents, donc on devait leur expliquer des termes comme gameplay, des choses comme ça, mais moi je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui voient encore aujourd'hui en France le jeu vidéo avec un regard très très négatif, et moi j'ai quand même un petit peu le sentiment que des fois on est obligé de lui prêter des intentions un peu plus nobles pour essayer de le faire rentrer dans les mœurs, en tout cas dans le paysage français. Ouais, mais si t'as pas le choix, c'est l'expérience que j'ai eue avec mon métier. Si t'as pas le choix. Non, mais c'est le côté exception culturelle française. Il faut absolument qu'on ait un terme pro de parent dessus pour que ça veuille bien être accepté dans certaines autres sphères. Bon, bah c'est un peu rétrograde. Oui, mais en même temps, des gens, moi j'avais discuté avec Peter Molineux, qui était très fier de recevoir la médaille de chevalier des arts et des lettres. Il enviait d'une certaine façon les avancées qu'on avait réussi à obtenir en France, en disant nous on n'a pas ça, et c'est très bien que vous l'ayez. Donc parce que lui se considère un peu comme un artiste, quoi, puisqu'il défend aussi il défend une vision du monde et de ce qu'il a envie de développer. Moi, ce qui m'inquiète plus, pour en revenir au monde du jeu vidéo, c'est plus le débat sur le jeu comme service. Ça, je trouve, ça m'inquiète beaucoup, parce que là, on entre dans des notions de consommation, d'addiction volontairement créées pour rendre les joueurs accros, avec des systèmes qu'on connaît très bien pour ceux qui jouent à Fortnite ou à ce style de jeu. Et ça m'inquiète, parce que moi, je défends une autre idée du jeu vidéo, encore une fois, plus artistique, plus engagée, et ça m'inquiète, parce que c'est une dérive qui fait qu'on devient un service. Moi, j'ai pas envie de devenir la générale des eaux, quoi. Ou je sais pas. Non, mais aujourd'hui, dans un studio de jeux vidéo, t'entendras plus parler de neurosciences pour savoir comment contourner le bas cortex reptilien de l'humain et arriver à le faire jouer plus longtemps à ton jeu, que de notions de qu'est-ce que tu veux inculquer aux gens dans leur jeu. Le FX sonore qui crée la dopamine. Exactement. Qui te fait cliquer. Qui fait cliquer.
non, mais c'est vrai. Donc moi, ça m'inquiète plus. Et Brice, il doit en connaître un rayon là-dessus, non? Bah oui, en même temps, il y a beaucoup de trucs qui ont été surévalués, mais sur les choses un peu neuroscientifiquement prouvées sur les jeux vidéo, t'avais donc déjà les études de Green et Bavelier qui démontrent bien que les jeux vidéo augmentent les capacités attentionnelles. Ouais. Ça, c'est un truc marquant. Qui ont été confirmés. Ouais, ça a été confirmé. Donc, en fait, il y a un test qu'on appelle le test de Pilichin. Donc, en gros, t'imagines un billard où toutes les billes ont la même couleur. Et puis, je te mets 3 billes en vert. Et ensuite, je lance le billard et puis il part dans tous les sens. Et ensuite, toutes les 3 billes vertes que je te demande de suivre des yeux, elles redeviennent blanches. Et tu dois, au bout de 10 secondes, me dire où elles sont. Tu vois, c'est assez dur. Et dans ce test, les footballeurs sont très bons, les nageurs-nageuses de natation synchronisée sont très bons, et les joueurs de jeux vidéo sont très bons. Et ça, c'est Green et Bavelier qui l'ont démontré. Et puis, c'est un truc qui était venu au début avec Eric, concernant le changement social et la justice sociale avec les jeux vidéo. On sait que quand on met quelqu'un dans le corps d'un noir, dans un avatar noir, il a moins de chances d'être raciste ensuite. Ça peut même corriger son biais raciste. Et ça a été démontré très scientifiquement parce que le biais raciste peut se mesurer avec ce qu'on appelle l'amorçage inconscient. Donc l'amorçage inconscient, c'est je vous affiche sur un écran très rapidement le mot seringue, et si juste derrière je mets infirmière, vous allez lire le mot infirmière plus rapidement. Parce que et ça démontre que votre cerveau a associé seringue et infirmière. Mais en fait, si jamais je mets violent et que vous arrivez à lire le mot noir, ou si je vous mets le visage d'un noir et que vous arrivez à lire le mot violent plus rapidement derrière, vous avez un inconscient raciste. Et ça, on observe que ça diminue quand on a fait jouer longtemps une personne dans un avatar noir, et que ça diminue encore plus quand c'était en réalité virtuelle. Oui, donc c'est vraiment important de forcer finalement à jouer des femmes, à jouer des personnes d'autres cultures dans les jeux vidéo, et pas juste un simple... Pour prendre le point de vue de quelqu'un, c'est très très puissant. Donc, mais en général, les neurosciences sont surestimées dans les jeux vidéo de la même façon que la physique est surestimée pour le foot. Je veux dire, au bout d'un moment, pas besoin d'être physicien pour jouer au foot. Et un game... non mais c'est une réalité, je veux dire, pas besoin d'être menuisier pour savoir jouer à la roulette. Voilà, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que les neurosciences devraient avoir le dernier mot en éducation et en jeux vidéo, et ces gens-là se trompent complètement. Et j'ai énormément défendu les gens qui ont de la pratique pure et qui sont juste level designer. Un level designer peut avoir des compétences en matière de renforcement positif qu'un neuroscientifique chevronné n'aura pas. C'est une réalité. Et il y a des techniques, par exemple l'appointment gaming. L'appointment gaming, qui est une méthode ultra addictive, qui a été donc très utilisée dans Farmville. Aucun neuroscientifique ne l'a inventé. C'est un level designer qui a eu l'intelligence de comprendre par introspection pure comment notre esprit fonctionnait. Et ce faisant, il a créé une des mécaniques de jeu les plus addictives qui existent. Donc les neurosciences ont des choses à dire. En game design, c'est vrai, mais elles sont très souvent surestimées. Et en réalité, rien ne remplacera jamais la pratique concrète des level designers et game designers. Oui, en parlant de remplacement, j'ai une ultime question à vous poser avant de vous libérer, Oula, messieurs. Tu parles de grand remplacement, attention, ça non, fait non, peur. non, je te rassure, pas du tout. Non, c'est l'ultime question que je voudrais vous poser, c'est l'école numérique peut-elle vraiment prendre le pas à terme sur l'école telle qu'on l'a toujours connue? Autrement dit, est-ce que l'absence de contact humain et l'éducation totalement numérique ne risquent-elles pas d'aseptiser l'apprentissage, voire de tuer la curiosité? On n'a pas parlé de VR, hein. C'est important aussi la VR dans les processus d'apprentissage. Ça a pas trop pris justement dans le domaine du jeu, on va dire entertainment, mais il y a des choses très intéressantes qui se font du côté de la simulation, de psychologues qui travaillent avec la VR, de tas d'experts qui l'utilisent justement beaucoup dans le domaine de l'éducation ou des apprentissages ou pour soigner des patients, etc. Donc effectivement, oui, il y a un risque, mais comme on l'a dit, je pense que à un moment, rien ne remplace l'aspect humain. Les techniques numériques ont cette capacité à pouvoir scaler, ce que disait Idriss tout à l'heure, c'est-à-dire pouvoir
remplacer que quand il faut avoir la capacité à mettre des enseignants dans toutes les écoles du monde, à un moment, on est bien content de pouvoir avoir des relais numériques qui... Moi, j'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, et c'est peut-être... j'avais jamais fait le lien, mais que le métier d'enseignant était un métier répétitif. Et c'est pour ça que j'ai abandonné. Parce qu'au bout de 5 ans, vous avez l'impression de faire le même cours, même si vous essayez de varier, mais les programmes sont très rigides, comme on l'a dit. Et donc, du coup, il y a des choses qui peuvent être vraiment développées par du numérique. Parce que ça sert à rien qu'un prof vienne réciter un truc qu'il a fait déjà des centaines de fois auparavant. Donc ça peut être dupliqué par du digital pour que justement le côté humain vienne là où il est intéressant et là où il est irremplaçable. Donc moi je milite pour c'est mon côté peut-être taoïste, pour qu'il y ait un équilibre entre le digital et l'humain. Le meilleur des deux mondes, quoi. Tout à fait d'accord, parce qu'en plus quand on a quelqu'un où on voit que il y a plus de motivation chez le professeur et que on devient un robot qui répète ou qui lit son cours, c'est contre-productif pour les élèves qui le sentent. Ouais, ça dessert l'élève, quoi. Comme disait Idriss tout à l'heure, il y a aussi le cas des professeurs passionnés qui en deviennent passionnants. Exactement. Idriss, avant qu'on te libère, est-ce que tu avais un avis sur cette ultime question ? Ça va juste reprendre ce dont je vous avais parlé concernant cette école où il n'y a que des tableaux noirs et tout. En réalité, notre esprit est un monde très vaste. Et c'est vrai que pour les bouddhistes tibétains ou les bouddhistes zen, la propre contemplation de notre esprit est censée nous amener à quelque chose d'infiniment plus stimulant que toute forme de média. Et si je parle en tant que neuroscientifique, je peux confirmer que tout média n'est que l'externalisation d'une fonction cérébrale. Un média à la feuille de papier, ça externalise la mémoire de travail. On essaie aujourd'hui avec la 3D d'externaliser la mémoire épisodique, qui est spatiale, etc. Et donc, en vrai, à chaque fois qu'on crée un média, quel qu'il soit, on ne fait qu'externaliser, mais c'est bien. Enfin, dans l'histoire, c'est très bien, ça a inventé quand même... L'histoire, c'est l'écriture. Dès qu'on a commencé à externaliser notre mémoire de travail, à pas tout apprendre par cœur, on a inventé en quelque sorte l'histoire. Mais c'est tout aussi vrai que avec l'intelligence artificielle aujourd'hui et la réalité virtuelle, je sais pas si vous connaissez cette bande dessinée, les technopères, les métabarons de Jodorowsky. Ça me dit quelque chose, les métabarons. Ouais, Jodorowsky, qui était un mec qui prenait des psychédéliques et tout, il était très dans mescaline, tout ça. Il y a un épisode où il mentionne un truc qui s'appelle la manne. Et donc c'est de la science-fiction, mais ça tombe du ciel, et puis quand on se concentre dessus, on peut la faire manifester en n'importe quelle forme de matière, y compris de la bouffe. Donc les soldats sont nourris comme ça, on leur fait tomber de la manne, et puis ensuite ils se concentrent dessus, puis ça donne des spaghettis ou un steak frites, etc. Et en fait, l'IA plus la réalité virtuelle peut nous amener à une sorte de manne qu'on appelle en neurosciences des qualia. Les qualia, c'est les sensations. C'est en gros Matrix, quoi. Okay, en gros, à la demande, on pourrait avoir ce qu'on veut. Alors, à la demande, on pourrait avoir la sensation qu'on veut. Et ça pourrait nous emmener, parce qu'on sait depuis les années 50 que voilà, quand on fait de la stimulation du cerveau profonde chez les rats, ils peuvent appuyer sur le levier comme des bâtards jusqu'à en mourir. Et en réalité, les humains, c'est pareil. On a fait des expériences comme ça chez les humains, plus ou moins éthiques d'ailleurs. Il y avait un homosexuel que dans les années 70, des gens essayaient de convertir. Et du coup, il lui avait mis un truc où associé du plaisir, il appuyait dessus et il était devenu complètement dingue de ça. Donc si demain, le digital nous amène ça, et on le voit aujourd'hui avec des jeux vidéo de plus en plus addictifs, si en plus on met de la VR, etc., puis en plus on met des implants cérébraux, on peut se retrouver dans une mort digitale. Donc il est clair qu'il est urgent d'avoir un bon équilibre entre le physique, entre le physique et le digital, avec des moments de détox où on quitterait les écrans. Et donc pour conclure, je vous conseille cette excellente vidéo qui a été postée sur YouTube qui s'appelle Sight. Ça a été fait par des Israéliens qui s'intéressaient à la réalité augmentée, à ses conséquences sur la société. Et vous regardez Sight et ça vous montre en fait un monde un peu dystopique où on pourrait plus rien voir sans la réalité augmentée. Écoutez, messieurs, je sais pas si l'un d'entre vous a quelque chose à ajouter. C'est pas mal de finir là-dessus, sur cet équilibre, l'équilibre de la force. C'est beau. Non, on n'a pas beaucoup parlé des jeux
dans la ville, dans l'espace réel, je trouve que c'est aussi une voie d'apprentissage qui peut être intéressante. La réalité augmentée. Je me souviens avoir étudié Même des jeux tout court. Giordano Bruno qui, à l'époque, les livres étaient à usage unique. Enfin, ils étaient plutôt en un exemplaire. Il fallait aller les trouver dans des bibliothèques. C'était avant l'imprimerie, ou au moment où l'imprimerie démarrait. Donc, ils avaient l'habitude d'apprendre des livres par cœur. Et Giordano Bruno avait développé une technique de mémorisation où il imaginait des sortes d'architecture, de labyrinthes, et il spatialisait en fait sa mémoire. Donc j'imagine qu'Idriss connaît mieux que moi tous ces procédés. Ouais, Giordano Bruno faisait des arts de mémoire, absolument. Voilà, et donc du coup, je me dis aussi qu'il y a le fait d'aller jouer dans des lieux et de se déplacer dans l'espace pour mémoriser des choses, et ça peut être aussi une façon de sortir les élèves de la classe et de les amener vers le monde réel, et de vivre des choses avec des sensations qui viennent augmenter leur capacité. Leur implication, ouais. Si je peux me permettre de souligner là-dessus, même j'ai envie de te dire, à chaque fois dans ce genre de débat, on oublie l'alerte lancée par tous les spécialistes sur les matières rares, enfin sur ce qu'on appelle les métaux rares, la raréfaction des ressources nécessaires à créer des processeurs, à créer du matériel informatique. Ouais. Et donc tout ce qu'on fait sont quand même beaucoup des plans sur la comète de choses qui seront a priori peu ou plus réalisables d'ici, on parle d'une dizaine d'années, donc on parle pas non plus de dans 100 ans, des choses qu'on risque de voir et de vivre nous-mêmes. Donc où on veut mettre ces ressources, est-ce qu'on a préféré les mettre dans la médecine ou les mettre dans l'éducation des gens? Effectivement, on peut peut-être rester sur une éducation plus humaine et peut-être un peu moins informatisée. Bah parfait. Merci d'avoir été avec nous, Idriss, Eric, Mathieu, Naja et Alex aussi. On se dit à bientôt dans un prochain épisode. Merci de nous avoir suivis et au plaisir. C'était vraiment très intéressant. Ah bah, merci à toi, Idriss. Bye. À bientôt. Merci. Ciao. Ciao. Au revoir. Les proctologues.